quand j'entends le mot violence policière, personnellement, je m'étouffe. Amis du café, bonjour. Amis d'Opost. Amis des médias libres. Bonjour, nous sommes mercredi. Comment allez-vous? Julia Cagé est là. Elle est en régie, quoi. Tout est prêt. Tout est très très minuté. On va très très vite démarrer pour son petit livre. Petit mais dense. Celui-ci. Pour une télé libre contre Bolloré. J'espère que vous allez bien. Bonjour les humains. Bonjour la compagnie. Bonjour Aurial, assistante de production d'Opost. Bonjour Jessie, la modératrice. Bonjour Olivier et Robin, les modos hors pair de la technique. Bonjour Veragon, bonjour Pierrot. Bon, on va parler de petites choses ce matin. On va parler de démocratie, de médias, de bataille des idées, d'OPA sur les idées. C'est l'expression de Julia. Des broutilles, des broutilles. Je ne sais pas si Julia, qui m'entend, mais là on l'entend pas, a écouté Antoine Gallimard ce matin sur France Inter. Elle me fait un signe de tête si elle a écouté. Donc vous voyez. On est au top, on est au top du hip-hop au poste. Chers amis, on va démarrer très vite parce que Julia est prise. Il faudra la libérer à 9h57. Son avocat vient à 9h57 la chercher. C'est comme ça que ça se passe. Alors, attention. Hop. Elle est là. Bonjour Julia, est-ce que tu nous entends? Bonjour. Ouais, très bien, merci. Super, comment ça va? Moi aussi, j'ai du café, donc tout va bien. Très bien, super. Du café, du café comment? Avec ou sans Du, sucre, avec ou sans lait, ou du vrai café? alors, du vrai café avec du lait, mais sans sucre. Ouais, bon. Voilà. Bon, ça va bien? Ouais, très bien, merci. Alors, tu as une petite... J'espère que mon avocat vient pas parce que Bolloré m'a attaqué en justice. A priori, c'est une pratique courante quand même chez lui, mais... Attends, tu blagues à moitié ou... Oui, tu blagues. Non, je blague entièrement. Tu penses qu'il y a matière à ce qu'il t'attaque dans ton livre? Non, il y a rien de diffamatoire Non. dans mon livre. Donc, a priori, il y a pas matière à ce qu'il m'attaque. Ensuite, Vincent Bolloré, une des pratiques à laquelle il a eu recours depuis un certain nombre d'années, c'est ce qu'on appelle les procédures bâillons. C'est-à-dire qu'il attaque systématiquement, alors pas vraiment les intellectuels d'ailleurs, surtout les journalistes, même s'il sait qu'il va perdre la procédure. Parce que finalement, attaquer un journaliste, ça veut dire mettre une pression financière extrêmement forte sur le journaliste et sur le média qui l'emploie. Pourquoi? Parce qu'il faut payer des frais d'avocat, et cetera. Même si vous gagnez au bout du compte, vous ne serez jamais remboursé. Là où lui, finalement, payer des frais d'avocat, c'est une goutte d'eau dans la mer. Donc, il a quand même eu recours énormément à c'est pas le seul, hein, mais lui en particulier à ces procédures bâillons. Donc, il n'y a pas toujours matière à attaquer, mais ce qui n'empêche pas souvent d'attaquer. Alors, Julia, là, tu l'entends pas, mais je déclenche un petit son de machine à écrire comme si nous étions au poste. Vous vous appelez Julia Cagé, vous êtes née le 17 février 1984 à Metz. C'est incroyable le nombre d'invités qui viennent du nord ou de l'est de la France. Ouais, c'est comme ça. Vous êtes économiste et professeur à Sciences Po. Ça, c'est ce que dit Wikipédia. Moi, je vous ai appelé économiste activiste sur Twitter à l'instant. Vous êtes présidente de l'association Un bout des médias pour la reconquête citoyenne de l'actionnariat des médias d'information. C'est ça l'activisme. Responsable de la Société des lecteurs du monde. Parmi vos ouvrages, j'ai noté Sauver les médias en 2015, Le prix de la démocratie en 2018, c'était d'ailleurs celui-là où on s'était rencontrés. L'information est un bien public. Et là, aujourd'hui, Julia, tu sors pour une télé libre contre Bolloré. Alors, ce qu'elle vient avec cette nouvelle collection du Seuil, c'est que on n'a même pas besoin de lire la 4e de couverture. Tout est sur la première. C'est vraiment. Là, on sent. On parlera tout à l'heure de l'économie de l'attention et de la stratégie de l'attention. C'est d'une certaine manière, je me demande si ça répond pas à ça. C'est-à-dire, on est tellement pressé que tout est là dès la une. Et je le lis. Le système Bolloré, c'est la logique d'un empire médiatique mis au service d'une pensée qui trouvera facilement d'autres pantins pour la représenter. Pour sortir du système B comme de la dystopie Z, il est grand temps de réinvestir la question de la gouvernance et de la propriété des médias et de créer enfin des télés véritablement libres, de garantir les
conditions de la survie d'une pensée libre, de mettre fin à l'OPA de quelques milliardaires sur l'ensemble du débat d'idées. En gros, la moitié du livre, c'est quand même sur ça, la réforme des médias ou comment on peut triturer tout ça, c'est ça? Oui, parce que moi, je suis quelqu'un d'optimiste. Enfin, je suis quelqu'un d'activiste, si tu veux. Donc, l'idée, c'est quand même de faire aussi des propositions. Je pouvais pas, quand j'ai accepté d'écrire dans la nouvelle collection Libelle, c'est une collection qui est très intéressante. L'idée, c'est de faire des petits livres, des livres engagés. Là, on est quand même dans un contexte de campagne électorale. On est au courant, Souvent, les livres, on a ça déjà coûte. reçu Ludivine Bantini ici, donc on est au Ah courant. voilà, parfait. Donc elle a déjà fait la pub de la collection. C'est ça. Mais les livres, c'est cher. Et là, c'est un livre qui est pas très cher, justement aussi pour que ça soit accessible. Et quand le seuil m'avait demandé, j'avais réfléchi, j'aurais dit OK, mais dans ce cas-là, ce que je vais écrire, c'est contre Bolloré. Donc je voulais même appeler ça le contre Bolloré. Et puis c'est vrai qu'en l'écrivant, je me suis dit bon, il y a un système à dénoncer, ça me paraît quand même vraiment urgent de le dénoncer. Tu mentionnais tout à l'heure Antoine Gallimard sur Inter, et c'est fantastique qu'il se mobilise, et il a fait une interview dans Le Monde la semaine dernière, mais ça commence tout doucement, hein. Il n'y a pas grand monde qui se mobilise ouvertement pour prendre des positions contre cette OPA de Vincent Bolloré sur les idées. Et puis, je me suis dit aussi, quand même, il faut avoir des propositions, c'est-à-dire il faut quand même avoir des choses à mettre en face. Il ne faut pas simplement taper sur l'existant, se plaindre et se complaindre. C'est pour ça qu'il y a aussi Pour une télé libre, c'est-à-dire des propositions pour essayer quand même d'améliorer le système en place. Juste deux questions, une du chat et une question personnelle. Je vais commencer par celle du chat qui dit pourquoi en ce moment on entend surtout parler de Bolloré et très peu de Drahi, de Bouygues et des autres. Déjà, est-ce qu'on focalise sur Bolloré et pourquoi? Et après, j'aurai une question personnelle. Pourquoi on entend surtout parler de Bolloré? Parce que c'est celui des milliardaires qui possèdent des médias aujourd'hui qui se comporte le plus mal. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas critiquer et dénoncer le système dans son ensemble. Et je veux dire, on en reste, une fois qu'on aura discuté du cas de Bolloré, on en reste au problème d'avoir un actionnariat des médias entre les mains d'une poignée de milliardaires qui tirent l'essentiel de leurs ressources d'autres secteurs d'activité. C'est pas nouveau, mais ça s'est renforcé en France. C'est extrêmement problématique. Et ça, il faut en parler, il faut faire en sorte de réduire ce pouvoir capitalistique et puis ce pouvoir politique, en fait, des milliardaires qui possèdent les médias. Mais on parle beaucoup de Bolloré, parce que Bolloré, il a des pratiques d'une extrême violence envers les journalistes. Il a eu recours plusieurs fois à la censure. Il a licencié des journalistes dont les propos lui déplaisaient. Nos amis des jours, les Garibert, documentent depuis plusieurs années maintenant le climat de peur qui fait régner dans les différents médias dont il fait l'acquisition. C'est-à-dire, ça ne veut pas dire que les autres sont absolument parfaits, mais ce qui est évident, c'est que lui est bien pire. Si je devais faire une comparaison, puisque quand on parle de Bolloré, on parle aussi d'Éric Zemmour, pourquoi on se focalise tous aujourd'hui sur Zemmour? Pourquoi tout d'un coup les jeunes engagés vont bloquer les meetings de Zemmour et on parle plus de Le Pen? Bon, c'est pas que Le Pen est devenu gentil du jour au lendemain, ça reste l'extrême droite. Mais on a trouvé quelqu'un d'encore pire. Et du coup, il y a cette volonté d'aller se mobiliser et de protester contre c'est encore pire, c'est encore plus à l'extrême droite, ce supplément de racisme. Alors, la question personnelle, c'est que je me disais en regardant ta bibliographie, et puis alors, tout ton travail, donc en gros, quand je dis économiste activiste, c'est-à-dire que tu joues le jeu de l'actionnariat pour essayer de peser non pas sur les rédactions, mais pour essayer de leur garantir le plus possible de latitude et de liberté. D'où ça te vient cette passion pour l'outil de travail informatif? Je veux dire, comment. Pourquoi tu vois, il y en a, ils sont obsédés par les flics, on sait pas pourquoi. D'autres, c'est par les médias, on Moi, sait je suis pas obsédée pourquoi. par les médias. Non, en fait, j'ai redécouvert quand j'étais jeune, tu sais, les espèces de fiches là qu'on remplit en sixième, cinquième, etc. Je faisais pas partie d'un panel enquêté en cinquième. Du coup, j'ai redécouvert mes réponses en cinquième, et quand on me demandait qu'est-ce que vous voulez faire plus tard, je répondais journaliste à l'époque. Donc je pense quand même qu'il y avait un fond d'intérêt pour pour le journalisme et pour les médias. Mais en vrai, en tant que chercheur, l'intérêt m'est davantage venu au départ pour la question de la démocratie, enfin, le C'est ça. fonctionnement d'une démocratie, comment on fait fonctionner une démocratie représentative. Et en fait, on passe vite de la démocratie à l'information. J'avais commencé à travailler il y a longtemps, hein, mais quand j'étais en mémoire, avant même de commencer ma thèse, j'avais commencé à travailler sur l'Afrique subsaharienne. Je voulais vraiment comprendre le fonctionnement des médias dans des pays d'Afrique subsaharienne.
Et puis je me suis aperçue qu'il y avait pas beaucoup de données et du coup l'idée c'était limite, est-ce que j'allais partir, collecter des données sur le terrain? Et puis à un moment donné, je me suis aperçue qu'on savait pas grand-chose sur les médias déjà en France ou aux États-Unis qui étaient des terrains que je connaissais mieux et que le fonctionnement, marchait pas énormément. Donc je me suis dit: «Bon, je vais déjà essayer de comprendre, ce qui se passe, dans, les démocraties occidentales», pour le dire rapidement et puis j'en reviendrai ensuite à mes premiers amours et puis j'en suis un peu restée bloquée là pour l'instant aux démocraties occidentales. Au premier flirt. Alors, Bolloré, combien de divisions? Page 12 de ton ouvrage, tu nous dis en gros, hein, Bolloré, c'est l'actionnaire de contrôle de CNews, Canal+, C8 ou encore C-Star, et plus précisément que ces 4 chaînes sont possédées à 100% par le groupe Vivendi, par le groupe Canal+, qui a lui-même comme actionnaire Vivendi SE, dont la famille Bolloré détient 29,46 et est de fait le premier actionnaire. Parce que quand on dit qu'il est le patron, il est le patron parce qu'il a la plus grosse part du marché, mais il a pas la majorité. Si. Non, en fait, c'est ce qu'on appelle, l'actionnaire contrôlant. Ça, c'est un point extrêmement intéressant parce que ça montre toute la faiblesse des législations actuelles. En général, actuellement, donc par exemple, pour dire les choses simplement, pour éviter une surconcentration dans le secteur des médias, on a mis en place dans la loi de 86, une disposition qui disait que pour un média, un gros média audiovisuel, donc pour une chaîne de télé, en fait, avec plus de 8 d'audience, ça, en gros, c'est TF1 et M6 aujourd'hui, Ouais. aucun actionnaire ne pouvait avoir plus de 49 du capital. Voilà. Et on a mis ça parce qu'on se disait justement, quand on va avoir une chaîne avec une grosse force de frappe, il faut faire en sorte que cette chaîne soit pas entre les mains d'une seule personne. Sauf qu'en fait, cette disposition en 86, elle est passée complètement à côté d'une réalité. C'est que quand on a des groupes avec ce qu'on appelle un actionnariat flottant, c'est-à-dire que voilà, vous allez avoir un gros actionnaire, puis le reste, c'est des tout petits actionnaires. Peut-être qu'il y a des gens qui nous regardent, qui possèdent des petites actions de TF1 ou des petites actions du groupe M6 ou des petites actions Euh, de Vivendi ou les pas. quelques personnes qui possèdent des actions ici, qui possèdent des actions au poste, sont les donateurs et les abonnés. Voilà. Mais, J'en ai pas non plus, hein, j'en ai pas non plus. Mais dans ces cas où il y a un actionnariat flottant très important, en fait, celui qui a la plus grande partie des actions, en fait, souvent, ça se résume autour de 25-30%, c'est l'actionnaire de contrôle. Il prend toutes les décisions. En fait, c'est lui qui peut faire la pluie et le beau temps. Et c'est ce qu'a toujours fait Bolloré, ce qui est très malin d'un point de vue financier, mais bon, c'est un homme d'affaires, pas toujours très honnête de ce qu'on peut en croire de ce qui remonte de ses activités africaines, mais c'est un homme d'affaires très malin. Et donc, il s'est aperçu que pour prendre le contrôle de l'entreprise, il n'avait pas besoin de racheter tout le capital. Donc, il se contente d'être actionnaire contrôlant. Et là, en fait, même ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a un tel pouvoir et un tel poids craint de Bolloré que même quand il n'est pas encore arrivé au bout de sa stratégie d'acquisition, par exemple l'OPA de Vivendi sur Lagardère, bah, ça lui suffit déjà pour prendre le contrôle en amont parce que les gens anticipent qu'il va arriver et c'est ainsi qu'on a vu quand même la grille d'Europe 1 changer alors qu'il n'était pas encore devenu actionnaire contrôlant. Donc on voit aujourd'hui la même chose qui se passe au journal du dimanche ou à Paris Match. alors, dans ton opus, tu reviens sur la prise de contrôle, notamment d'ITélé qui va devenir CNews, bon, que tout le monde connaît. Tu racontes le modèle un peu économique, hein, c'est-à-dire, alors je crois que c'est attends que je me gourre pas, page 26. Non, page 26, c'est autre chose, mais je sais ce que c'est. C'est l'idée que voilà, faire débattre deux chroniqueurs coûtera toujours moins cher que d'envoyer sur le terrain des reporters pour faire des images et de l'investigation. Donc en gros, c'est l'idée de faire surtout des émissions de débat, d'opinion, etc. Avec, dis-tu, une augmentation sans précédent du temps d'antenne consacré aux invités de droite et d'extrême droite. Ça, c'est ce que tu appelles l'effet CNews. Et c'est à ce titre-là que tu t'engages, il me semble, sur le bouquin en disant, bon là, il y a l'aspect économique, mais pas seulement. Derrière, c'est ce que tu appelles l'OPA sur les idées. Ouais, alors l'OPA sur les idées, c'est au-delà des médias et on pourra y revenir. Hein. C'est les médias, ce qui est en train de se passer aujourd'hui sur l'édition, Sur l'édition, on va en parler après. voire même au-delà. Sur la question de CNews, il y a tout un débat. En fait, il y a deux dimensions. Il y a deux arguments parmi ceux qui disent circuler, il n'y a rien à voir. Le premier argument parmi ceux qui disent circuler, il n'y a rien à voir, c'est de dire qu'en fait, CNews, c'est tout petit. D'ailleurs, Bolloré, c'est l'argument qu'il a utilisé beaucoup Oui, lors de son audition devant la commission d'enquête du Sénat. C'était vraiment je une suis vraie un blague, nain. quoi. Je suis un nain au niveau Je suis mondial. un nain.
Ouais, Mais il l'a pas dit une fois, hein, il l'a dit oui. 16 ou 17 fois, après j'ai pas compté. Et il avait fait des petits graphiques où il avait mis des gros cercles pour Google, Amazon, et puis il avait mis un tout petit cercle, on le cherchait comme ça pour Vivendi. C'était vraiment une blague. Mais l'argument est un peu repris en disant: «Bon, c'est pas très grave, on est à quoi? 2,8, même 3 d'audience pour CNews, donc finalement, circuler, il y a rien à voir, c'est peanuts». C'est pas vrai, c'est pas vrai parce que, une des choses qu'on voit, c'est que notamment la propension de CNews à faire moins d'informations et plus de talk-show et la propension de CNews à droitiser, le débat public et le débat médiatique, ça a, eu des conséquences sur les autres médias. Parce que, ce qu'on constate, c'est que l'audience de CNews, elle a augmenté et du coup, ça a grignoté notamment sur BFM TV. Et on a des autres médias, notamment d'information, qui sont en train de lui courir après. Et si vous regardez les chiffres, c'est vraiment frappant, c'est-à-dire qu'on a une baisse de l'info et une baisse et une hausse du talk show, de l'entertainment sur CNews au moment de la prise de contrôle par Bolloré. Et on voit, genre, une saison, 2 saisons plus tard, on voit BFM qui va vers cette course finalement à moins d'informations et à plus de talk show. Donc en fait, il faut pas l'effet CNews, c'est pas l'effet que de l'audience CNews telle on la Bien mesure. sûr, C'est un effet bien qui est sûr. beaucoup plus vaste. D'ailleurs, encore une fois, hein, la popularité aujourd'hui de Zemmour en témoigne. Mais après, il y a une autre chose. Il y a une partie des commentateurs qui disent, en fait, c'est pas grave, parce qu'il y a pas d'influence directement de CNews sur les citoyens, au sens où, le biais médiatique de CNews, cette tendance à inviter, des invités de plus en plus conservateurs à droite, d'avoir un discours centré sur l'immigration, sur l'islam, Et là, ça et répondrait à là, une tu as un demande. argument, et là, tu as un argument que tu as ressorti à Libération, mais qui est déjà dans ton livre, qui est de dire, attendez, si on prend une étude de Fox News aux États-Unis, on se rend compte que là où la chaîne était très implantée, il y a eu un vote républicain plus important. C'est bien ça, hein, de mémoire. Exactement. Il y a eu plusieurs études en fait sur Fox News. Là, celle-là, c'est celle qui s'appelle The Fox News Effect. C'est la première qui a été publiée sur ce sujet. En fait, j'en cite 3 autres dans le livre. Je cite Absolument. aussi des études qui analysent pas l'effet de Fox, mais l'effet du groupe Sinclair, qui est un groupe de médias audiovisuels aux États-Unis aussi extrêmement conservateur. Pour te donner une idée, le groupe Sinclair, à un moment donné, ils ont obligé les présentateurs sur les. Donc en gros, le groupe Sinclair, ils ont acheté beaucoup de chaînes de télé locales. Pareil, ils ont vidé ça des journalistes. Ils ont imposé du contenu commun, très conservateur, très marqué à droite. À un moment, ils ont imposé à tous les présentateurs de lire un texte pro-Trump. T'imagines, présentateurs de toutes les chaînes qui reçoivent ça. Et ça aussi, ça a été étudié. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une partie demande, entre guillemets. Oui, il y a des gens qui regardent ces news et le fait que ces news se droitisent, ça va les pousser à regarder davantage. Mais il y a aussi un impact direct sur les citoyens qui, quand ils allument ces news, ou ça peut être des gens qui regardaient iTélé historiquement, voilà, ils pensent regarder une chaîne d'information en continu et ils se rendent pas compte, en gros, qu'on est en train de leur faire du bourrage de crâne et ça va avoir un effet direct ensuite sur leur comportement politique. Il faut pas oublier, et ça, je l'ai très bien étudié avec 3 co-auteurs formidables que j'ai, qui sont Nicolas Hervé, Maurice Engel et Camille Urvois. On Que, étudie que, l'évolution des contenus. que, tu, Il faut pas que oublier tu cites, que que tu je cites cite dans, dans le bouquin, ouais. Attends, je fais pause parce qu'il y a des gens qui disent tu parles tellement vite Oui, qu'ils ont besoin d'un café, donc pardon. ils vont chercher un petit café. J'en profite aussi Ah, pour dire que Uriel a eu la bonne idée de lancer un sondage. Vous avez des actions dans les médias, au poste, réaction, t'as des impôts, voilà, vous pouvez répondre. Donc vas-y, parle-nous de tes co-auteurs que tu cites déjà dans le livre. un des trucs qu'on regarde, c'est l'évolution enfin, du biais des différentes chaînes. Et en fait, ce qui est frappant, c'est qu'ITV, mais ça avait cette réputation-là. En fait, avant la prise en main par Bolloré, c'était une chaîne qui était plutôt marquée à gauche en termes relatifs. Donc en plus, pour les gens qui avaient pris l'habitude de regarder ITV, c'est-à-dire qu'ils étaient sur la 16, ils regardaient iTélé. On les a pas prévenus, c'est-à-dire que personne leur a mis un drapeau tout d'un coup sur leur écran. Attention, cette chaîne va arrêter de faire de l'information, elle va faire de l'opinion. Alors, Et puis en plus, elle va vous abreuver si, d'idées alors, conservatrices matin, midi et pour soir. être exact, il se trouve que moi j'ai été Red Chef là-bas il y a 20 ans. iTélé était forcément à gauche puisque le concurrent c'était LCI qui était à l'époque très à droite, hein. Bon, donc de toute façon tu Ouais. pouvais difficilement être, être à droite de LCI à Oui, l'époque. mais c'est pas, c'est pas, Mais c'est non, mais pas je comme suis si d'accord. LCI était devenue une chaîne de gauchistes, hein. Non, Quand non, même. bien sûr, mais n'oublions pas que c'est quand même sur iTélé que Zemmour a démarré À démarrer. C'est vrai. en tant que chroniqueur. Ça s'appelait C'est 16 vrai. disputes et il représentait la droite et il était face à un mec qui représentait la gauche, Christophe Barbier. Qu'est-ce qu'on rigole. Alors, Ah, c'est vrai? ah bah oui, c'était ça. Et c'était Ah, Barbie pour animé la gauche, c'est pas mal, ouais. par Victor Robert et ça s'appelait 16 disputes. Alors, je m'en souviens très bien. Et après, ça avait été animé par Samuel Etienne. Voilà, bon bref, vas-y. Ok. Mais là, on est en Non, mais 2000. là, j'ai l'impression d'être dans Question pour un champion, là, justement.
oh, oh, oh. Mais il y a plein de questions des champions du chat, mais ça c'est pour après. Donc vas-y, pétarade, continue. Non, mais Donc, j'ai fini. donc, Attends, c'est quoi la question là? alors non, c'est une question. Je vais me faire l'avocat du diable. C'est une question où tu disais, bah, en gros, CNews, au fond, on nous fait croire que c'est une chaîne d'info, c'est une chaîne d'opinion. Mais tu dis bien, à un moment donné, vers la fin de ton bouquin, que défendre la pluralité de la presse, là je parle de la presse écrite, c'est défendre aussi la possibilité d'une presse d'opinion. Et donc je te retourne l'argument. Après tout, est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir des télés d'opinion? En quoi ce serait le En fait, mal, la télé d'opinion, par rapport à la presse d'opinion? Pourquoi l'extrême parce qu'en gauche fait, pourrait pas il y avoir a, son émission, sa télé, ou l'extrême droite la voir, par exemple? en gros, il y a une différence qui est très importante entre la presse écrite et Internet et la télévision. C'est qu'en presse écrite ou sur Internet, ou tu vois, toi, pour créer au poste, il y a les coûts, enfin, je dis pas ça pour que tes actionnaires retirent leurs billes, hein, mais les coûts sont relativement faibles. Les, C'est-à-dire les- que les tu peux prises de, assez les prises facilement, de bénéfices se feront en juin. Euh, voilà, tu peux facilement entrer sur le marché, créer un nouveau journal. C'est encore plus vrai avec un site internet. Ça a été vrai longtemps, même en presse écrite, en fait, malgré le fait qu'il y ait des coûts, parce qu'on a la loi Bichet qui protégeait le pluralisme en matière de distribution. Et puis, on a su mettre en place un certain nombre de règles. Par exemple, le soutien au quotidien à faibles ressources publicitaires, ça a beaucoup aidé Libération, pour garantir finalement une espèce de pluralisme. Alors, c'est ce qu'on appelle un pluralisme externe en presse écrite. Et donc, faire en sorte qu'il y ait des journaux d'extrême gauche, du centre, des journaux apolitiques, des journaux de droite, d'extrême droite. Bon. Pourquoi ça marche pas en télé? Parce qu'il y a une vraie différence entre la télé et la presse écrite, c'est que, un, les coûts d'entrée sont extrêmement élevés, et puis que deux, en fait, c'est difficile d'atteindre les citoyens. Tu peux pas créer une chaîne de télé comme tu crées un journal. Pour avoir une chaîne de télé diffusée, par exemple, sur la TNT, il te faut l'accès à un créneau hertzien. Et ça, en fait, c'est en nombre limité. Aujourd'hui, tu as 27 chaînes sur la TNT. Et en plus de ça, sur ces chaînes sur la TNT, il y a vraiment une prime à être la 1, la 2 ou la 3 plutôt que la 23, la 24, la 25, la 26, parce qu'il se trouve que les gens consomment encore la télé de manière linéaire. Et quand on dit qu'ils consomment la télé de manière linéaire, ils la consomment vraiment linéairement, c'est-à-dire du début à la fin. Ils zappent d'une chaîne à l'autre petit à petit. Ce qui veut dire qu'en fait, C'était d'ailleurs une des batailles dans les années 80, la privatisation de TF1, c'était la première chaîne. Hein, et encore à l'époque, il ouais, n'y avait pas la télécommande, c'est-à-dire qu'il fallait se lever, mais les télévisions pour s'allumaient changer. sur la première chaîne. Et donc, Ouais, c'était un des enjeux. Pourquoi privatiser plutôt la une, on l'appelait comme ça, que que la la 2. 2? C'était parce que, bon voilà. Et ce que tu dis dans le bouquin, c'est que les téléspectateurs qui sont quand même vieux, hein, en règle générale, enfin, je veux dire, c'est quand même. Voilà. Ils ont quand même l'habitude, voilà, de remonter comme ça les canaux. Il y a un truc que je dis pas dans le bouquin, mais je pense que j'aurais dû le mettre. Je pense qu'on est fondamentalement des paresseux de la télécommande, quoi. C'est-à-dire que les gens font pas l'effort d'appuyer sur genre 2, 3. Il faut qu'ils fassent 1, 2, 3. Ils ont compris que le bouton plus. Il y a cette idée de zapper linéairement. Et c'est ça qui fait qu'en fait, en télé, on a considéré, et je pense que c'est vraiment une bonne chose, qu'il fallait un pluralisme interne. C'est-à-dire qu'en fait, on n'arriverait pas à avoir un pluralisme externe en faisant justement qu'une chaîne était à gauche, une chaîne était à droite, et qu'il fallait qu'il y ait du pluralisme de pensée et d'opinion à l'intérieur de chaque chaîne, parce que notamment, il y a énormément de citoyens qui ne consomment qu'une ou deux chaînes, en fait. Et puis, il y a quand même un temps d'exposition aussi, il ne faut pas se voiler la face, hein, la télévision qui reste beaucoup plus important que le temps d'exposition aux autres médias. Donc, il y a aussi un enjeu de pluralisme qui est particulièrement important pour la télé. Alors, tu rappelles que, en fait, j'ai commis une erreur. Ce ne sont pas les chaînes de Bolloré, ce sont des canaux qui lui sont attribués gratuitement, en échange de quoi il signe une convention avec le CSA qui aujourd'hui s'appelle l'ARCOM, tu reviens assez souvent là-dessus. Tu reviens assez souvent sur cette idée que, attendez, c'est des canaux qui sont attribués gratuitement, puis quelqu'un a essayé d'en vendre, bon, il s'est fait taper sur les doigts, etc. Et que ce serait par exemple un levier citoyen qui serait de dire faites respecter quand même les conventions, sinon on retire le droit de diffuser, notamment sur la TNT. Oui, parce que ça fait partie des arguments. Donc, les arguments de tous ceux qui disent circuler, il n'y a rien à voir, tout va bien.
il y a quoi? Donc il y a CNews, c'est tout petit, petit. Bon, premier argument, je vous ai montré pourquoi ça c'était faux en partie. Le deuxième argument, c'est de dire: «Mais ça répond simplement à une demande, il y a pas d'impact sur les citoyens», ça c'est pas vrai. Puis le troisième argument, c'est vraiment l'argument pro-business de dire: «Bah, c'est une boîte privée, quoi. C'est une entreprise privée, donc pourquoi il pourrait pas faire ce qu'il veut?» Sauf que c'est pas une entreprise, privée qui peut faire ce qu'il veut. C'est une entreprise qui a le droit, donc ce qu'on appelle un éditeur, techniquement, qui a le droit de diffuser, ces différentes chaînes parce qu'on lui a attribué gratuitement des fréquences hertziennes. J'insiste sur le gratuitement parce qu'il y a des chaînes, il y a des pays où c'est mis aux enchères, hein. Là, on donne Alors, gratuitement par exemple, à des éditeurs. excuse-moi, Julia, j'en profite. J'ai appris ce que tu racontes en Grèce, Ouais, où ah, ça c'est formidable. ça, c'est génial. Raconte-le, et Ah, puis c'est après, très triste à l'arrivée, hein, mais oui, bien, ben, oui, c'est tout ce qui est arrivé à la Grèce, c'est la malédiction. Mais tu peux raconter ce que le gouvernement grec a fait à un moment donné par rapport à ça? bah, alors en fait, en Grèce, si on regarde historiquement, depuis le début des années 90, les éditeurs de chaînes de télévision en Grèce auraient dû payer en fait pour les fréquences qui leur avaient été attribuées. C'est ça. Elles n'ont pas payé pendant 20 ans. Enfin, en fait, elles n'ont toujours pas payé aujourd'hui, à l'arrivée pendant 30 ans. Et vous avez des médias grecs qui sont extrêmement concentrés, qui sont aussi entre les mains d'un petit nombre de milliardaires et qui étaient vraiment très, très, très pro-business. Une des réformes qu'avait porté Alexis Tsipras, c'était de dire, bah, nous, on va faire une réforme pour les médias, on va faire une réforme en termes d'indépendance des médias, on va rationaliser le nombre d'acteurs, puis on va faire en sorte quand même que les éditeurs qui, pour l'instant, utilisent gratuitement les fréquences hertziennes, bah, paient, puisque c'est ça qui était prévu, pour les fréquences hertziennes qui sont utilisées. Et en plus, en Grèce, enfin, c'est encore un peu vrai aujourd'hui, mais à l'époque surtout, il y avait quand même un petit problème d'argent dans les caisses. Donc il a dit, bah, on va organiser des enchères. Et donc, on va mettre les différentes chaînes aux enchères et on va faire venir enfin, tous ceux qui sont intéressés, mais à l'arrivée, ça a été quand même un petit groupe de milliardaires et puis ils vont enchérir. Donc, c'était des enchères à l'aveugle. C'était un peu plus compliqué. Il y avait 2 étapes, on va dire, à l'aveugle. Et puis, c'est celui qui a mis l'enchère la plus grosse qui repart avec la chaîne. Et ce qui est complètement fou, c'est que tous ces éditeurs qui prétendent en général que c'est vraiment de la philanthropie, de faire de la télé, que ça leur rapporte rien, etc. En fait, ils ont enchéri beaucoup plus que tout ce qu'on avait anticipé. Donc, ils ont été prêts à mettre beaucoup, beaucoup d'argent sur la table pour ces chaînes. Malheureusement, les enchères ont ensuite été annulées. Bon, en partie parce que euh, c'est par alors je sais plus si en Grèce, désolé, ça s'appelle Cour suprême ou Conseil constitutionnel. Enfin, ils ont cassé ces enchères en partie parce que ça avait été mal organisé en termes purement organisationnels, et puis en partie simplement parce que ça reste cette Cour constitutionnelle grecque quelque chose d'extrêmement conservateur. Et bien sûr, ces milliardaires étaient absolument vexés puisque d'une part, ils avaient dépensé beaucoup, beaucoup d'argent pour un truc que jusqu'à présent, ils avaient gratuitement. Mais bon, c'était normal qu'ils paient pour. Puis d'autre part, ils n'avaient pas vraiment apprécié la manière dont c'était organisé parce que si on relit les transcriptions de ce qui s'est passé à l'époque, ils avaient tous été enfermés dans une pièce pendant 2 jours, le temps de faire des enchères, sans téléphone portable, etc. Bon, en général, vu la différence avec laquelle ils sont traités du Ouais, fait ouais. de leur argent, ils n'étaient pas habitués à ce genre de choses. Et alors donc, je reviens en France. Ce que tu expliques, c'est que le levier, le rapport de force qui est en fait établi entre l'Arcom, ex-CSA, Mm. et les chaînes de type Bolloré, c'est cette idée-là qui a, on vous donne une fréquence, en échange, on vous la prête en réalité, Ouais, on gracieusement, l'a pas. en échange de quoi vous devez respecter la loi. Et alors tu rappelles là, c'est page 20, que le montant des sanctions du CSA envers CNews, par exemple, est de fait bien inférieur aux revenus publicitaires apportés par les dérives verbales d'un Zemmour. Je viens là parce que pour toi, quand même, tu reviens beaucoup sur le rôle de l'ARCOM, du CSA. Tu as l'impression qu'il faudrait le renforcer, qu'il faudrait le modifier, mais ça reste pour toi la voie à suivre. Bah, ça fait partie des voies à suivre. Il y a différentes voies à suivre, hein. Moi, je pense que, enfin, on plaide, et j'ai repris pas mal dans le livre de choses que j'avais portées avec Benoît Huette, qui est mon co-auteur dans le livre L'information est un bien public. On plaide notamment pour une démocratisation de la gouvernance des médias. On dit si on n'arrive pas à démocratiser l'actionnariat, dans un monde idéal, on démocratiserait complètement l'actionnariat. Dans les faits, c'est quelque chose qui est très compliqué. Alors, notamment pour l'audiovisuel, où vous avez des capitalisations qui sont extrêmement importantes, mais au moins, il faut faire en sorte de démocratiser la gouvernance. Donc, en gros, si vous ne pouvez pas donner le pouvoir capitalistique, économique
aux citoyens, aux journalistes, au moins donnons-leur du pouvoir politique. Ça, c'est vraiment la première chose. Donc, il y a des propositions en termes de gouvernance paritaire à l'intérieur des médias, et ça serait quelque chose d'obligatoire. C'est-à-dire, vous voulez une fréquence hertzienne, très bien, mais alors moitié des sièges à votre conseil d'administration pour les salariés. Validation du choix du directeur de la rédaction par les salariés. Donc, il y a plusieurs propositions de ce point de vue-là, et donc il y a quand même une loi qui doit vraiment être réécrite. Ensuite, même une fois qu'on aura réécrit la loi, se pose la question de l'agence de régulation. Et l'agence de régulation aujourd'hui, l'Arcom, de toute évidence, un, n'a pas assez de pouvoir, et deux, ne s'en saisit pas suffisamment. Et c'est pour ça que dans le livre, je raconte une anecdote d'une certaine manière, mais qui pour moi nous apprend pas mal de choses. C'est ce qui s'était passé autour de l'épisode numéro 23. Donc pareil, hein, on rappelle, il y avait eu l'attribution de cette fréquence numéro 23, et puis tout d'un coup, à titre gracieux, paf, celui qui en avait fait l'acquisition décide de la revendre. Donc, en fait, il fait la culbute sur quelque chose qui lui a été donné gratuitement. Et à ce moment-là, le CSA tape sur la table, ils disent non, on n'a pas le droit de boursicoter d'une certaine manière sur les fréquences, on va vous enlever l'autorisation de diffusion. C'est ça. Et ce qui a été frappant dans cette séquence-là, que je trouve intéressant, c'est que bon, la décision du CSA, malheureusement, comme souvent, a été retoquée par le Conseil d'État, mais au titre que, justement, en fait, le CSA n'avait rien dit jusqu'à présent. Tout d'un coup, il sortait l'arme nucléaire. Et j'ai un peu peur que ça soit ça à un moment avec CNews, c'est-à-dire que le CSA réagit, mais un tout petit peu, tout doucement. Il y a pas mal de signalements, il y a très très peu de sanctions, et qu'en fait, le jour où ils vont dire bon, allez, trop Ça c'est me trop, rappelle on tape quelque du poing chose. sur la table, Ça me rappelle on leur quelque dit chose. bah c'est trop tard. Il y a un truc. Alors, est-ce qu'on doit le prendre comme un symbole ou pas? Mais la Spartan Partner de Zemmour, c'est Madame Kelly, je ne sais plus son prénom, qui a Ouais. siégé au CSA, Christine ou Christiane, qui a siégé au CSA quelques années. C'est ça le CSA? Non, bah là, Ah bah, là, tu généralises, mais oui, il y a un problème avec cette journaliste en particulier. Ça, c'est sûr qu'avoir siégé au CSA et avoir cette conception ensuite de qu'est-ce que c'est que faire du journalisme, c'est extrêmement problématique. Après, on peut s'interroger. Moi, je pense qu'il faut qu'on s'interroge collectivement sur comment on garantit l'indépendance du CSA. Alors, il y a des choses qui sont mises en place au CSA qui sont pas de mauvaises choses. Par exemple, il y a un mandat unique pour le président, ouais. mais je pense que le président, il devrait plutôt être nommé par une sorte par l'ensemble des sages, avec un renouvellement qui sera un renouvellement moins politique. Enfin, on peut penser de plusieurs manières à la manière de réformer le CSA. Ce que je pense fondamentalement, c'est qu'il faudrait plus de transparence, notamment plus de transparence au niveau des discussions, plus de transparence au niveau des décisions qui sont prises. Là, aujourd'hui, il y en a pas suffisamment, et c'est ça aussi qui alimente pas mal le doute par rapport à cette institution. Jacques Rosselin, qui est dans le chat, Voilà. passe par plusieurs moyens pour que je transmette sa pensée. Alors le dernier message, mais c'est la troisième fois qu'il formule la même chose, mais c'est super, j'adore ça, il insiste. Face aux milliardaires qui n'ont et ne seront jamais sérieusement régulés, réformons et renforçons le service public. Ça, je suis d'accord. Il y a les deux. Il y a régulons et renforçons le service public. Il faut renforcer le service public en lui donnant davantage de moyens. Ces dernières années, on a plutôt eu tendance à diminuer les moyens du service public de l'information, ce qui est extrêmement problématique, parce que c'est quand même là qu'on fait de l'information de qualité, indépendamment de toute logique financière et de marché. Quand je vois qu'on va gratter, c'était notre ami Darmanin qui aime beaucoup les journalistes et l'information, quelques euros sur la redevance, alors que là, pour le coup, 1 euro, c'est un peu transparent quand même pour les citoyens, mais pour le service public de l'information, ça fait une vraie différence. Il faut quand même s'interroger sur le fait de l'affaiblir. Moi, je pense qu'il faut le renforcer, ce qui va avec le fait de faire en sorte que la gouvernance du service public de l'information soit une gouvernance véritablement indépendante. Il y a un truc qu'avait prévu de faire Macron. On peut se réjouir que ça n'avait pas été fait. Il voulait créer France Média, cette espèce de grand conglomérat du service public de l'information, avec une nouvelle gouvernance qui était beaucoup moins indépendante que la gouvernance actuelle. Il faut renforcer l'indépendance de la gouvernance actuelle. Une Tendre, pour le sorte de coup, parce que ça marche ORTF plutôt avec bien. Gérard Darmon en président honoraire. Ah, À peu près ça. non, il faudrait tendre vers la BBC plutôt. Et oui, renforcer la qualité de l'information publique. À propos du public, Veuve Chicot te demande, étant donné qu'on paie la redevance, quel serait le moyen d'avoir un poids sur les médias qui vivent de cela?
donc le service public. Bah, en fait, ça veut dire quoi avoir un poids? Nous, ce qu'on veut, étant donné qu'on paie la redevance, c'est que ces médias, de service public, produisent une information de qualité. Bon, on a un poids, finalement, direct comme, citoyen téléspectateur, ce qui est, relativement, évident puisqu'en fait, on peut décider de zapper si on n'est pas content de la qualité. Moi, je pense qu'en termes de gouvernance, c'est vrai qu'aujourd'hui, au conseil d'administration de Radio France comme de France Télévisions, il y a ce qu'on appelle des personnalités qualifiées. Bon, bah, peut-être qu'on pourrait essayer de penser une manière au-delà des personnalités qualifiées qui sont forcément des gens, «experts» entre guillemets, pas fondamentalement représentatifs, on va dire de l'ensemble des citoyens qui paient la redevance. On pourrait penser 1 ou 2 places dans ces conseils d'administration pour des citoyens qui pourraient être tirés au sort parmi un ensemble de citoyens qui seraient volontaires pour le faire. Et c'est l'invité la plus redoutable, hein. C'est-à-dire, ta, 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 ta. Elle balance, elle s'arrête et tu as intérêt à rebondir tout de suite. Hop, 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 hop. Donc maintenant, je prends 2 questions à l'avance. Page 33, tu nous dis, c'est comme si personne n'osait véritablement se dresser contre Bolloré. Je reviens à Bolloré. Tout comme personne ne s'est opposé à la pieuvre Murdoch aux États-Unis, au Royaume-Uni ou encore en Australie pendant des décennies. Tu as raison, mais pourquoi? Bah, Pourquoi, parce que, pourquoi les sénateurs. Alors, ici, on a regardé le show de Bolloré au Sénat, hein. On était 400 à le regarder ensemble. Ah oui, oui, non, non, on fait les choses sérieusement. Donc, bon, les sénateurs, là, ils s'attaquaient pas, ça c'est clair. Comment tu expliques ça, quand même, que cette pieuvre bolloresque puisse s'étendre sans trouver d'opposition? Elle est excellente, bah, Julia, nous dit Zergul. Absolument. ah, c'est gentil ça. Parce que, plus elle s'étend, plus elle devient grosse, moins les politiques, osent s'y attaquer. Pour 2 raisons. D'une part, bah, c'est qu'ils ont peur de se mettre à dos quelqu'un qui est puissant dans les médias. En citer, hein, CNews, C8, Canal, bon, C-Star, c'est un peu plus, marginal d'une certaine manière. Europe 1, le JDD, Paris Match. Aujourd'hui, il y a tous les médias du groupe Prisma. Prisma, c'est le plus grand groupe de presse magazine en France. Ça veut dire Capital, ça veut dire Voici, ça veut dire Gala. Donc se mettre à dos un tel empire médiatique, bah, ça peut être un peu risqué. Aujourd'hui, c'est déjà en fait avec Editis, un géant de l'édition, ça va devenir un ultra géant de l'édition si ça devait se faire. Enfin, si la fusion entre Editis et Hachette devait se faire. D'ailleurs, faut pas sous-estimer aussi. Hachette, Je c'est sais que les gens Grasset, en c'est sourient quand Stock, c'est Fayard, c'est Fayard, ouais. c'est des livres scolaires, des livres périscolaires, Ouais. d'Hélico. Bon, bref, enfin, ce serait absolument une position de monopole. Donc en fait, donc voilà, il y a cette volonté de pas vouloir se mettre à dos un acteur important qui peut vous donner accès à des médias. Et puis il faut pas sous-estimer aussi pour les politiques. Les politiques écrivent beaucoup de livres qui se vendent très, très peu. Donc ils sont toujours contents d'avoir un éditeur qui est prêt à les éditer, à perdre de l'argent pour satisfaire leur ego. Et puis il y a quand même l'autre aspect, c'est que Et c'est pas pourquoi très ils font ça, porteur les politiquement. éditeurs? Pour s'acheter de l'influence? Bah bah oui. Bah, vous savez, vous avez toujours intérêt à faire ça vous coûte pas très cher de publier un ministre, vous faites le pari que peut-être demain il sera, un peu plus puissant, un peu mieux placé, vous lui avez rendu un service et il vous le rendra bien. Et puis derrière ça, il y a ça rapporte pas grand-chose politiquement d'aller défendre les journalistes. C'est malheureux à dire et ça fait partie fondamentalement du problème. Il y a plein de secteurs dans lesquels si vous allez réguler, je sais pas, l'environnement, si vous allez réguler, vous allez avoir d'énormes pressions de la part des lobbies, et vous attaquez sérieusement aux lobbies et vous pouvez prendre des coups. Mais vous savez, ce que vous pouvez gagner, parce que derrière, si vous menez vraiment la bataille pour l'environnement, parce qu'il y a un vrai, danger lié au réchauffement climatique, vous savez que vous pouvez récolter des voix, récolter de la popularité grâce à votre engagement, à votre sincérité. Vous défendez les médias, en moyenne, les gens aiment pas beaucoup les journalistes. Vous avez des coups à prendre, mais vous avez quand même pas grand-chose, à gagner en face et ça explique aussi pourquoi, il y a pas grand monde qui y touche et puis il y a quand même un dernier point, moi, qui m'a vraiment frappé. J'ai écouté Bolloré, mais pas que Bolloré, hein, parmi ces enfin, tout au long de ces commissions, d'enquête au Sénat, c'est cette espèce de déférence des sénateurs par rapport à Monstrueux. tout ce qui a de l'argent.
C'est monstrueux. C'est-à-dire que c'était limite s'il s'excusait pas d'avoir pris 5 minutes du temps de Bernard Arnault, il passait plus de temps à dire à Bernard Arnault que c'était un homme formidable, qu'à lui poser des questions. Et en fait, il faut quand même savoir, Bernard Arnault, il n'est pas venu là, parce qu'il avait pas piscine, hein. Il y allait parce que c'est une commission d'enquête. Il avait pas le choix d'y aller. Quand vous avez des commissions d'enquête, et franchement, je suis vraiment la dernière en général à prendre la démocratie états-unienne en exemple. Mais quand vous avez une commission d'enquête aux États-Unis et qu'il y a Mark Zuckerberg qui vient, pour milliardaire qu'il soit, il va être traité comme quelqu'un de normal. Et on va lui poser les questions qu'on doit lui poser, et ça va pas être fait avec déférence. Et la déférence qu'on a observée au Sénat au cours des dernières semaines, dès qu'il y avait un milliardaire qui a été auditionné, moi, ça m'a vraiment choqué parce que ça montre l'impossibilité, d'une certaine manière, qu'ont les politiques de voir leur rôle comme étant également de réguler les plus riches et les très, très, très riches parmi les plus riches. Alors, on était là et on était sidérés, sciés, affligés comme toi, que ce soit avec Bernard Arnault, que ce soit avec Bolloré. Mais quand même, dans un monde libéral et capitaliste comme celui dans lequel on peut comprendre que des Macron et autres de ce monde laissent ces capitaines d'industrie, comme ils disent, voilà, avoir une expansion sans limite. Mais dès lors qu'ils arrivent sur le terrain de la fabrication de l'opinion, on pourrait se dire quand même qu'il pourrait y avoir quelques capteurs pour dire hop, 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 attention. Et donc, c'est quand même... Non, tu crois pas? Si, mais après, ça dépend dans quelle mesure tu fais du billard à 3 bandes, 4 bandes, 5 bandes, 6 bandes. La meilleure chose qui puisse arriver à Emmanuel Macron, c'est de se retrouver face à Zemmour ou Le Pen au second tour de la présidentielle. Parce que là, il gagne. S'il se retrouve face à Pécresse au second tour de la présidentielle, c'est un peu plus compliqué. Donc, tu Donc en penses que... fait, il n'a pas non plus. Donc ça, tu penses qu'il y a un jeu à 3 bandes? Ouais, enfin 3, c'est pas beaucoup, hein, peut-être 4, 5, 6. Non, mais il faut pas, voilà, il faut pas quand même sous-estimer ça derrière. C'est qu'il y a aussi un intérêt objectif de Macron à ce qu'il y ait une droitisation du débat public et une montée de l'extrême droite afin de faire en sorte qu'il ne se retrouve pas face aux Républicains au second tour. Quant à la gauche, elle fait en sorte toute seule de ne pas s'y retrouver face à Macron. Mais bon, La, c'est un autre débat. la gauche? Ouais. Bon, C'est tout alors, petit, c'est tout petit, petit, petit. Tu sais, c'est comme Vivendi en fait. oui, mais c'est l'avant-garde. Bref, alors, je passe parce que le temps file. Oui, c'est ça, Vivendi. Non, non, mais c'était extraordinaire. Hein, je suis un nain, il faut m'aider. En fait, ce qu'on a compris de cette commission du Sénat, c'est que on s'était trompé. On pensait qu'elle voulait empêcher la concentration des médias. En réalité, ils prennent des notes pour la facilité. Enfin, je veux dire, c'est... Non? C'est pas faux. Non, mais après, c'était très drôle parce qu'en plus, tu avais Bolloré qui un jour explique qu'il est un nain, mais qu'en même temps, le secteur des médias est le secteur économique le plus rentable avec le luxe. Et Le puis le luxe. lendemain, tu as Arnaud qui arrive et qui dit: ah, moi, je suis un pur philanthrope et je perds tout l'argent. Bon, bah, mais mettez-vous d'accord, quoi. Est-ce que c'est un secteur rentable? Est-ce que c'est un secteur qui ne l'est pas du tout? Mais il faut Alors, accorder vos violons. j'avance, page 59, parce que là, c'est la deuxième partie du bouquin, qui est celle où tu essaies de dresser des pistes pour réformer le, le, le monde médiatique, on va dire. Et notamment, tu as cette idée que tu reprends d'un économiste, Andrea Pratt. C'est l'idée de prendre en compte le temps d'attention. Alors, soit tu détailles, soit je lis le passage, c'est comme tu veux. Oh, Attends. bah, je vais détailler, non? Alors Genre, vas-y, quitte à être vas-y, là. détaille. Ben voilà, bien sûr, bien sûr. Non, alors en fait, c'est une idée que je trouve assez formidable. Pour l'instant, la manière dont on régule les médias et la concentration dans les médias, c'est en termes de part de marché. Et donc, on va dire, bah voilà, bah tiens, hier, TF1 a eu 12% des téléspectateurs, telle chaîne 10%, telle chaîne 8%, etc. Et on fait ça, ce qu'on appelle segment par segment. C'est On ça. va faire les parts de marché de la télé, les parts de marché de la radio, les parts de marché de la presse écrite, etc. Et ce que dit Andrea Pratt, qui est très juste, c'est de dire, d'une part, déjà, la logique des segments ou des supports a plus vraiment de sens aujourd'hui, puisque tout le monde est un peu sur Internet, regarde un peu la télé, consomme un peu la radio, que si tu vas sur le site Internet d'un journal, tu vas aussi avoir de la télévision. Et puis surtout, la deuxième chose qu'il dit, il dit que c'est pas du tout la même chose, une situation dans laquelle les gens qui regardent TF1 ne regardent que TF1. C'est ça. Et dans ce cas-là, TF1 capture 100% de leur temps d'attention. Et une situation dans laquelle les gens qui regardent France 2 lisent également Le Monde et écoutent au poste.
parce que dans ce cas-là, en fait, France 2 va capturer qu'un tiers de leur attention. Et ils vont être exposés à un certain pluralisme, puisqu'ils regardent France 2, ils lisent Le Monde, ils écoutent Au Poste et peut-être ils écoutent également France Inter. Bon, voilà. Et donc en fait, il dit, c'est ça, c'est ce temps d'attention-là qu'il faut prendre en compte quand on régule la concentration dans le secteur des médias. Parce que dans un cas comme ça, en fait, on sous-estime complètement le pouvoir médiatique et le pouvoir de politique, de conviction de TF1 par rapport à celui de France 2 si on compare simplement leurs audiences relatives. Euh, alors ça, c'est magnifique sur le papier, je trouve, mais est-ce que tu crois vraiment qu'on pourrait trouver des outils pour mesurer ce temps d'attention, etc., et donc arriver à jauger de l'influence de tel ou tel média? Tu crois que ce serait possible, ça? Non, alors ça c'est extrêmement compliqué à faire dans les faits. Donc moi je dis, ok, pour la beauté de la chose, c'est vers ça qu'il faudrait tendre. Et c'est ça qui paraît le meilleur modèle. Ça risque d'être compliqué dans les faits. Comment on peut faire mieux de manière concrète? Il faut sortir de la logique des supports, c'est évident, et finalement regarder combien de citoyens différents chaque média va toucher. C'est-à-dire que regarder TF1 sur tous les différents supports, combien de citoyens ils vont toucher, y compris à travers le fait que vous avez des gens qui vont regarder sur YouTube des vidéos de TF1, Le Monde, combien de citoyens ils touchent, Mediapart, combien de citoyens ils touchent, etc. Et il faut dire que pour les médias qui touchent plus d'un certain nombre de citoyens en cumulé, on va leur imposer un certain nombre de règles et de régulations. Donc, par exemple, si ces médias-là, alors soit il s'agit encore une fois de chaînes audiovisuelles, et là, ça devrait déjà être régulé par la loi de 86, soit il s'agit pas de chaînes audiovisuelles donc, qui ne dépendent pas de la loi de 86 en Alors, termes de, si vous voulez une fréquence, il faut une gouvernance démocratique, etc. Dans ce cas-là, si vous touchez plus d'un certain nombre de citoyens et si vous voulez bénéficier des aides à la presse, si vous voulez bénéficier d'un soutien public, voici un certain nombre de conditions qu'il vous faudra respecter. Et ce que je dis, en fait, c'est qu'il faut les réguler en termes de ce que j'appelle des plateformes systémiques. C'est-à-dire, au-delà d'une certaine taille, donc au-delà d'un certain pouvoir d'influence, il va falloir vous obéir à un certain nombre de règles. il nous reste 13 minutes parce que je t'ai promis de te libérer à 57 afin que tu puisses faire une petite pause avant d'aller, j'imagine, donner un cours. J'imagine, hein, ça semble être un peu ça, quoi. Je fais un détour par le Sénat et par un autre milliardaire, c'est Drahi, qui, quand il a parlé de libération, a eu ces termes. C'était la semaine dernière. Je les relis hein, quand même. Au moment du rachat de SFR, une journaliste de Libération me dit: vous allez dépenser 14 milliards pour acheter SFR, alors qu'il suffirait de 14 millions pour sauver Libération. Alors je regarde le dossier, nous dit Drahi. C'est comme le gars qui s'achète une paire de chaussures à 100 euros et il y a un gars dans la rue qui va pas bien et qui a besoin de 10 centimes. Alors ok, j'ai acheté ça. Qu'est-ce que toi qui penses les médias, qui réfléchis à la liberté, à la, à la, ouais, Bah, à la liberté non, mais d'expression, c'est dément quand c'était même. à pleurer, mais d'une certaine manière, en vérité, Drahi était le seul à avoir été complètement cash. C'est-à-dire, lui, il a dit ce qu'il pensait. Et en fait, ce qu'il pense, c'est qu'il fait la charité, ça lui coûte pas cher, il s'achète du pouvoir, il en a rien à faire. Il en a rien à faire des journalistes qui bossent pour Libération, il les T'as respecte mille pas, fois il raison, respecte pas l'information. il ne mentait pas. Voilà. Voilà. Il a été sans filtre. Il a dit ce qu'il pensait. Les autres n'ont pas dit ce qu'ils pensaient véritablement. Mais malheureusement, quand on voit ce qu'il pense, ben, on se dit que vraiment le bon modèle d'actionnariat pour les médias, c'est pas Patrick Drahi. Et encore une fois, le problème sur Drahi, c'est qu'en plus de la différence, on avait des sénateurs qui n'avaient pas bossé le dossier, quoi. Qui Ouais. commencent en lui demandant qui possédait Libération et l'Express. Alors sur Libération, en plus, il y a toute une discussion à avoir sur le fait que dans les faits, il a entièrement gardé le contrôle du fonds de dotation. Et ça, c'est passé à la trappe, puisqu'ils ont mal formulé la question. Et que l'Express, en plus, il l'a vendu. Donc, à un moment donné, vous commencez l'audition comme ça. Après, il peut dérouler derrière. Et, Ouais. mais il a dit ce qu'il pensait. Je pense que pour tous ceux qui disent, mais encore une fois, il y a des différences entre certains. Et voilà, Bolloré, c'est pire que Drahi. Et Drahi, c'est pas. Bon. Mais pour tous ceux qui disent, c'est pas grave d'avoir un actionnariat milliardaire, heureusement qu'ils sont là, sans eux, il y aurait plus d'informations. Bon, bah, quand on voit ce qu'ils pensent des médias qu'il a rachetés, ça devrait quand même les interroger. Veuve Chicot te demande comment faire pour que les médias indépendants écrits audiovisuels soient plus viables, donc plus visibles et pérennes. Euh, il faut, alors, sur les médias écrits et sur les médias en ligne,
Pour la viabilité, je pense que maintenant tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut être de moins en moins dépendant des recettes publicitaires. Et que l'abonnement est la bonne solution, le payant est la bonne solution, ce qui suppose de faire de la qualité, ce qui suppose d'avoir de la valeur ajoutée et d'arrêter justement de faire du copier-coller de contenu en ligne qu'on redonne à consommer gratuitement. Ça, c'est le mauvais choix. Donc en fait, et ça marche plutôt bien. En fait, bon, on peut prendre l'exemple de Mediapart qui s'en sort très, 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 très bien. Mais même sur les journaux plus traditionnels, vous en avez un certain nombre qui maintenant ont trouvé leur équilibre économique, qui dépendent de moins en moins de la pub, qui sont à nouveau rentables. Et le marché publicitaire, fondamentalement, malheureusement pour la presse, il a vocation à Disparaît. s'étioler parce Ouais. qu'il est complètement capturé par les GAFA. Ça ne veut pas dire que les GAFA ne doivent pas payer leur part, notamment en termes de droits voisins, c'est-à-dire payer pour les contenus qu'ils réutilisent, mais enfin, la solution ne sera pas du côté de la publicité. Et c'est là où on arrive à une difficulté pour l'audiovisuel. Pour l'audiovisuel, on sait très bien faire finalement en termes de modèle, alors là je mets des guillemets à économique, pour l'audiovisuel public. C'est de dire, voilà, l'information est un bien public produit par l'audiovisuel public, ça va être comme pour l'éducation, pour l'école, on va payer ça avec l'argent de nos impôts. Bon, dans ce cas-là, c'est ciblé, ça s'appelle la redevance télé. Et moi, je pense que l'audiovisuel public a tort justement quand il va du côté commercial et quand il commence à faire de plus en plus de pubs. Déjà, ça lui rapporte très peu, et puis ça le fait tendre en fait vers l'audiovisuel privé. La question, c'est comment on fait pour avoir un audiovisuel privé de qualité avec des revenus publicitaires en baisse. De ce point de vue-là, parce que ça, c'est quand même souvent ce qui est aussi utilisé par nos amis les milliardaires pour dire il faut revoir toute la régulation à la baisse parce qu'on s'en sort plus économiquement. De ce point de vue-là, je veux juste dire que pour la pub télé, vous avez un marché de la télé. Bon, alors ça s'est ralenti au moment de la Covid, mais qui aujourd'hui est en expansion. Vous avez des chaînes de télé qui aujourd'hui sont dans leur ensemble très largement rentables en France, donc qui s'en sortent. Ah, ah, merde. Allô, allô. Ça y est, on allait avoir la solution et ça a coupé. Ah, c'est le micro qui a coupé. C'est ton micro qui a coupé. Je pense que c'est tes oreillettes. Attends, on t'entend plus, on t'entend plus, on t'entend plus, on t'entend plus. Voilà, là, oui, il faut que tu passes au micro de l'ordi. Je sais pas si tu m'entends, il faudrait passer au micro de l'ordi. Oh, la technique pour se barrer de poste. Ah, c'est bon, c'est bon. On a entendu un petit truc là. Non, c'est pas bon. Oh là 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 là. Oh, la technique. Je suis désolé. Je suis désolé. Je pense que tu avais le micro par tes oreillettes. Et comme elles sont déchargées, il faudrait que tu passes par le micro de. Non, on t'entend plus. Merde. Ah merde, c'est quoi ça? Ah si, là, ça remonte Ça sur y les est, là oreillettes, c'est bon. non? Là c'est Mais bon. Là c'est bon. ouais, je t'avais dit, en fait, il va falloir qu'il y ait une cotisation des actionnaires d'Opos pour que tes invités aient des oreillettes qui durent 1 heure. Les miennes, elles ne durent plus 1 heure. Euh, Donc, j'espère que ça va marcher. on te demande, concernant ta proposition de subvention citoyenne à l'information, a-t-elle été entendue par des personnalités politiques? Il y a aussi des gens qui disent dans le chat que le paywall c'est peu démocratique, c'est-à-dire quand on n'a pas d'argent, voilà, minima sociaux, etc., on n'accède pas à l'information équilibrée, indépendante. Ces deux questions, je les lis parce que tu m'as fait un petit coup de censure, là, genre 2 minutes pour pas parler. Alors allons-y, Julia. Alors, sur le paywall, c'est un très bon point. Alors, déjà, il faut quand même savoir qu'il y a un certain nombre de médias indépendants. C'est une pratique qui avait été faite, par exemple, par Mediapart, qui ont des tarifs d'abonnement en fonction de la situation de ceux qui s'abonnent. Donc, par exemple, ça va être des tarifs réduits pour les chômeurs, des tarifs réduits pour les étudiants. On pourrait aussi très bien imaginer un modèle dans lequel on dit, bah, justement, pour les travailleurs précaires, pour les gens qui sont au RSA, etc., on va leur donner un abonnement gratuit. Et puis, c'est ceux qui ont davantage d'argent, les moyens de payer, qui vont payer pour l'information. Donc, un peu un paywall avec une progressivité d'une certaine manière. Ouais. Le Guardian a un peu résolu ça en disant bah, nous, on va tout mettre gratuitement en ligne, mais si vous avez les moyens de payer, abonnez-vous. Donc, c'est une manière de dire voilà, c'est un bien public. C'est ce qu'on On fait considère qu'il ici, faut c'est ce que fait s'abonner, mais Reporter. voilà. Ouais. Moi, je pense que le penser sous forme de progressivité, c'est encore mieux parce que ça permet de protéger les contenus, donc de leur donner une valeur ajoutée. Et puis pour ceux qui n'ont pas les moyens de s'abonner, en fait, on leur fait confiance. On ne va pas leur demander leur déclaration fiscale.
celui qui a pas les moyens, qui demande un abonnement. Le fait de demander un abonnement, je pense que c'est intéressant parce que ça montre justement qu'on a conscience que c'est une valeur ajoutée. On va pas simplement, cliquer sur un lien à partir de Google News, et avoir cette espèce de progressivité. Donc, si vous n'avez pas beaucoup d'argent, on vous donne accès gratuitement et puis sinon vous allez vous abonner et vous allez financer aussi pour les autres. Ça me paraît vachement important. L'autre solution, à ça, encore une fois, c'est l'information publique. C'est-à-dire c'est l'audiovisuel, public, qui est aussi quand même très présent, en ligne et de se dire que, oui, en fait, on paie tous, par nos impôts avec, la redevance et au moins on devrait avoir tous accès à une information de qualité. Sur les bons pour l'indépendance des médias, donc en fait, l'idée, c'est de redistribuer, enfin, c'est de faire en sorte que ce soit les citoyens eux-mêmes qui distribuent les aides à la presse. Il y a eu une proposition de loi là-dessus qui a été déposée. Ah non, il y a une proposition de loi là-dessus qui est déposée ce matin, si je ne me trompe pas, par Mathieu Orphelin et Paola Forteza, qui font une proposition de loi pour l'indépendance des médias. Ça a été repris par bout, un peu Excuse-moi, en partie dans les. qui sont de quel groupe? Excuse-moi. Alors, qui était LREM et qui avait quitté LREM pour rejoindre le groupe Écologie, Solidarité, je sais plus exactement. Ouais, ouais, Enfin, ouais. qui maintenant ils sont plutôt revenus à leur origine, qui était Europe Écologie Les Verts. Et si je me trompe pas, c'était repris en partie par Yannick Jadot aussi dans son programme. Et j'espère que ça sera repris ensuite plus largement. Précisément, quid des subventions publiques par millions sur notre dos versées à Bolloré, dit Yanninou, Arnaud et compagnie pour nous distiller leur propagande et en même temps les protéger de la diffusion d'affaires les concernant. Justement, en fait, ce que je propose moi, et ce qu'on avait proposé aussi avec Benoît Huette, c'est de dire prenons les aides à la presse actuelles et à la place de les allouer en fonction des critères existants, faisons en sorte que ce soit les citoyens eux-mêmes qui allouent ces aides à la presse aux médias de leur choix. Donc on divise le montant actuel des aides à la presse et ça fait un bon, ce que j'appelais un bon pour l'indépendance des médias. Donc chacun d'entre vous recevrait ce bon pour l'indépendance des médias et vous pourriez décider de le donner au Poste, de le donner à un reporter, de le donner au Vent se lève, plutôt que d'aller le donner à des magazines ou à des médias possédés par Vincent Bolloré. Bloody 3 fois nous dit, alors là on parle d'édition, après la fusion Editis achète, où pourra-t-on trouver l'information, la vraie? Et il y a une autre question, je ne sais plus de qui, pardonnez-moi que la personne me pardonne, mais est-ce que Bolloré pourrait vraiment modifier les livres d'histoire, qui est la crainte de beaucoup, si la fusion avait lieu et si elle était autorisée par Bruxelles? Le problème, c'est que ça risque d'avoir un impact, oui, sur la manière dont le contenu de ces livres sera écrit. Donc ça veut pas dire c'est pas Vincent Bolloré qui va arriver lui-même le matin avec son petit stylo, retoucher des phrases, mais ça veut dire que quand vous faites un livre d'histoire, vous choisissez des historiens qui vont vous conseiller, qui vont écrire ce livre d'histoire. Ça aura un impact sur l'ensemble d'historiens qui seront choisis. C'est pas une modification des livres d'histoire, mais une anecdote qui a été, enfin, qui est plus qu'une anecdote d'ailleurs, hein, révélé par Mediapart récemment. Bolloré, c'est Editis. Editis, un des éditeurs, c'est Plomb. Plomb, ils avaient signé un contrat, ils avaient payé pour la première biographie non autorisée d'Éric Zemmour. Le livre était écrit. Et Bolloré a même pas besoin d'intervenir pour que Plomb se dise tout d'un coup, en fait, c'est une mauvaise idée, ça va pas plaire à l'actionnaire et ils l'ont pas faite. Voilà. Et donc sur les livres d'histoire, c'est pareil. En fait, ça va être une manière d'influencer la ligne, oui, éditoriale, parce qu'il y en a aussi une dans la manière dont on écrit l'histoire, en choisissant tel ou tel pour aller conseiller sur le bouquin plutôt que tel ou tel autre. Et moi, ça m'effraie beaucoup. C'est Lacroix qui a sorti ça. Ce qui est intéressant, au moins, c'est qu'avec Bolloré, tout le monde se met à enquêter. Lacroix a sorti une enquête où on montrait que notamment sur l'interprétation de la loi de 1905, Bolloré avait changé des contenus. Il y a des trucs dans la manière dont on raconte l'histoire de France qui lui plaisent pas beaucoup. C'est pareil d'ailleurs chez Zemmour. Je vous conseille c'est au seuil, ils vont me faire la tête, c'est pas grave. Je vous conseille le très bon tract de Gallimard. C'est quoi? C'est Zemmour contre l'histoire. Enfin, vous avez des historiens qui ont justement repris tous les mensonges successifs d'un Zemmour sur l'histoire. Malheureusement, ça se modifie assez rapidement l'histoire et malheureusement, c'est un peu. Bon, je m'arrête là-dessus. Je vais faire le parallèle avec ce que je disais tout à l'heure sur la télé.
je veux dire, les enfants, quand on leur donne des livres d'histoire à lire, ils ont l'impression qu'on leur donne pour apprendre des trucs. Donc, c'est pas à eux de s'interroger et de se dire: «Ah, mais est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux?» Bah, c'est un peu comme quand on regarde une chaîne d'information en continu, quoi. On n'est pas censé nous raconter n'importe Mais quoi. C'est pas notre responsabilité de citoyen de se dire: «Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux?» C'est la responsabilité du régulateur public, qui devrait être de faire en sorte que ce qu'on nous montre à la télé, ça soit vrai. ma chère Julia, il est 9h57, j'avais promis de te laisser à 9h57, je parle comme toi, c'est-à-dire avec un débit accéléré, c'est-à-dire qu'avec toi, Ta quand ta on ta a ta une ta heure, ta c'est ta. comme si on avait 2 heures. Donc voilà, on a eu 2 heures en une heure, c'est absolument formidable. Merci beaucoup, va prendre un petit café, repose-toi bien, merci beaucoup pour ton bouquin. Je redonne les références pour une télé libre contre Bolloré, Julia Cagé, merci beaucoup. Et là, Merci beaucoup. si tu restes une minute, tu Volontiers. auras plein de merci dans le chat, mais voilà, mais Merci, tu pourras voir ça c'est gentil. dans la rediff. Merci beaucoup d'être passé Merci nous beaucoup. voir. Merci, merci, Avec merci. plaisir, merci. Et Au revoir. au revoir, au revoir. Et les amis, on reste ensemble, ouais, on reste ensemble, et on reste ensemble. Voilà, parce que Julia, elle donne un cours là donne un cours dans une minute. Alors je mets un peu de musique. Dans 2 minutes. Là, je vais vous faire gagner un DVD. Et surtout, est-ce que Sentier Battant est là ou pas? Non, Sentier Battant, je l'ai pas vu aujourd'hui. Hein. Je l'ai pas vu. Je l'ai pas vu. Et Axel, est-elle là, Axel? Il nous faudrait 4 heures. Bah oui, je sais bien, je sais bien. Mais je vous conseille vraiment son petit bouquin, 4,50 €, voilà. Et alors, pour tout vous dire, c'était quand même super parce que depuis lundi, je ne savais pas si Julia viendrait aujourd'hui ou demain au poste parce que nous étions en concurrence frontale avec France Culture. Ah, mais vous vous rendez compte? Nous, le petit stream punk. Donc voilà, évidemment, je dis à Julia, priorité à Culture, c'est eux qui décident de la date et nous, on s'arrangera, quoi. Sentier Battant est là, très bien. Et Axel n'est pas là. Ah, quel dommage, parce que j'avais un unboxing à faire. Merde. Donc, chers amis, je vais aller me chercher un petit café. Et ensuite, on va parler de la semaine qui vient parce qu'on a plein de programmes. Notamment, quelqu'un a parlé dans le chat tout à l'heure d'Acrimed en disant comment on peut aider Acrimed. Figurez-vous que samedi, je vais essayer de retransmettre un ou deux débats organisés entre autres par Acrimed, mais ça je vais vous en parler dans quelques instants, sur justement la banalisation des idées d'extrême droite dans les médias. Voilà, il y aura le programme, il y aura quantité de petites choses. Je fais la page pause. Merde, j'ai cliqué trop vite. Qu'est-ce que c'est que ce bazar? Normalement, ça devrait pas être comme ça. C'est le bazar. Bon, je vais me chercher un café. Ça ira mieux après. À tout de suite. On va débriefer aussi. N'hésitez pas à laisser des commentaires qui sont remontés par Jessie. Merci beaucoup. À tout de suite. Ne parlez pas de répression ou de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état de droit. Obéissance à la loi! Dispersez-vous! Quand j'entends le mot violence policière, moi personnellement, je m'étouffe. Première sommation! Deuxième sommation! Dernière sommation! On va faire usage de la force! Obéissance à la loi! Dispersez-vous! Monsieur le préfet de police, rien n'est plus destructeur que le sentiment d'impuissance et d'injustice. Je vous demande donc une impunité zéro. Mettez les casques! Boucliers! En protection!
Voilà une classe qui se tient sage. Alors, comment ça va? Comment ça va ici-bas? Alors, comment ça va? Comment ça va? Alors, qu'est-ce que vous avez fait en mon absence? Alors, je remonte vos. Ce professionnalisme de streamer qui est présent, c'est beau. Salut François. Alors, je remonte. Belle tasse. Merci beaucoup, Veuve Chico. Tasse artisanale, mais... Alors, donc j'espère que l'entretien avec Julia vous a plu. Allez, c'est mitraillé de Chelly, hein. Voilà. Il se trouve que se dégage au poste de plus en plus dans cette campagne électorale de plusieurs thèmes, et notamment ce thème-là, le thème des médias, de l'information. Je me sens pas légitime, par exemple, sur l'écologie, voilà, ou des choses comme ça. Et je me dis que en fait, on est quand même très très proche des fondamentaux de poste, hein, c'est-à-dire des libertés fondamentales. Et la liberté d'expression en fait partie, et la fabrication de l'opinion, ça fait partie quand même de mes petites obsessions, quoi. Voilà. Média Crash sur Mediapart bientôt, absolument, Monsieur W. Et Média Crash sera au poste. Nous aurons Valentine Auberti de Mediapart, co-réalisatrice du film en question, Média Crash, et François Bonnet, vieil ami. Il fut mon chef à Libération. J'étais en culotte courte et lui, pantacourt. Ensuite, il est allé monter Mediapart et je l'avais rejoint, etc. Et aujourd'hui, François s'occupe du fonds de soutien à la presse libre. Et donc, tous les deux seront là le 17 février, le lendemain de la sortie du film qui sort au cinéma dans quelques salles avec des débats. Voilà, c'est l'idée du film. Bonjour, merci, Nicolas, pour ton 11e mois d'abonnement. Waouh, c'est la classe. Et donc voilà, ils seront avec nous la semaine prochaine. Donc voilà, c'est ce que je vous disais à l'instant, c'est-à-dire que la question médiatique apparaît de plus en plus au poste. J'espère que ça vous plaît, que ça vous convient. Ça a l'air, hein, il y a du monde. Voilà. Est-ce qu'il n'y aurait pas une projection du film Assange ce week-end par hasard? Il faudrait qu'on aille voir sur le site des mutins, mais c'est possible. Alors, demain, nous serons avec David Chauvel. Hop, je vais mettre ça. David Chauvel, c'est l'auteur de cette bande dessinée. Respublica, Macron et son projet néolibéral. Deux citoyens racontent 5 années de guerre sociale. Il faudrait que ce truc soit plus haut. En fait. Ça va pas, ça. J'adore cette caméra de table. Rien que pour ça, je suis heureux de lancer au poste le matin. Voilà, donc c'est une bande dessinée qui sort chez Delcourt. David Chauvel revient sur beaucoup sur les gilets jaunes. Et nous parlerons avec lui. Voilà, il sera là demain matin à 9h. C'est un rendez-vous qui est prévu de très longue date. Donc je vais potasser ça tout à l'heure. Je vais tout lire. Comme toujours, parce qu'ici on se fait un honneur de lire les livres des invités. David, c'est donc demain.
Samedi, c'est les débats à la Bourse du Travail à Paris. Alors, si vous êtes sur Paris ou en région parisienne, ne regardez pas au poste, allez sur place. Et puis, pour ceux qui ne peuvent pas venir, venez au poste, voilà. Mais l'idée, quand on fait des retransmissions comme ça, c'est pas de casser la dynamique. Il y a quand même toujours mieux les réunions in vivo. Mais c'est d'élargir le cercle. Donc Axel n'est toujours pas là. Ah, quel dommage. Alors, je voulais vous montrer une petite vidéo. Alors il faudrait que je la retrouve. Sentier battant, est-ce que tu pourrais mettre dans le chat ton tweet de unboxing, le tien justement. Demain c'est à 9h, Bubule, 9h. Puisque au poste, sauf cette semaine, parce qu'on était sur les rotules, enfin moi personnellement, c'est tous les jours du lundi au jeudi à 9h du matin. Voilà, oh Eurial, toujours là. Eurial, extraordinaire. Eurial qui, à mon avis, doit avoir des sueurs froides parce qu'elle est en train de remonter Usul et Host Politique qu'on va diffuser chez Blastos dimanche. À propos de Blast, n'hésitez pas à aller voir la vidéo remontée par Eurial. Et d'ailleurs, j'aimerais beaucoup vos retours puisque Eurial a ajouté des petites scènes et des petits montages, c'est-à-dire que là on est vraiment dans l'orfèvrerie maintenant. Vidéo qui a dépassé les 30 000 vues, ce qui est très cool pour Opost, mais bon, cap sur les 40 000 quoi. Donc faut nous aider. Et donc c'est l'interview de Ainoa Pasquale et Raphaël Kempf, les deux avocats de Nantes révoltés. Notre révolté, il faut résister contre la dissolution annoncée. Voilà. J'adore le dernier montage de Réal. Bravo les pros. Merci Valeur Anarchiste. Alors moi, la pauvre, je lui fais la guerre. Je lui dis, il faut faire court. Et une des raisons, je vais vous dire aussi, une des raisons, c'est que les petits robots de YouTube, le premier truc qu'ils regardent, c'est la durée. Hein. Bon. Est-ce que votre vidéo fait 2 heures, 1 heure, 50 minutes, 45 minutes, 30 minutes, 29 minutes, etc. Bon, ça c'est le premier truc. Mais l'autre truc que je me dis, c'est que dans la mesure du possible, si on a la quintessence de l'entretien, celui qu'on diffuse sur Blast le dimanche, et qu'on a l'intégralité, on a plus de différences et finalement, entre nous, quoi. Ça salue votre présence en direct ou dans le replay, mais surtout votre présence en direct qui est plus en longueur, qui est plus communautaire, etc. Et du coup, l'émission de Blast, c'est plus ramassé, quoi. Et donc, s'il y a plus de différence entre les deux, je trouve que c'est plus excitant, quoi. Voilà. Super montage, très bon choix d'extrait. Merci Eurial, bravo Eurial. Eurial, notre premier CDD. Alors moi, ça commence, hein, les emmerdes, hein, je vous le dis. Les emmerdes de patron. Faut que je fasse des déclarations. URSAF, machin, je comprends rien. C'est rigolo. Merci beaucoup à vous tous pour vos dons et vos abonnements, comme vous le savez. On vient d'en parler avec Urial. Hein, avec Urial, avec Julia KG. C'est le nerf de la guerre, quoi. Voilà. Merci Dorian, mais non, mais je suis épaulé par une comptable, donc tout va bien se passer, etc. Je me plains pas, hein, je déconne quand je dis ça. Mais non, mais arrête, Oriane, arrête. C'est super, tout ça est super. Donc, alors, j'ai la vidéo. J'ai le petit truc que je voulais vous montrer. J'enlève la musique. Nous sommes le 7 février 2022. Il est 5h35. En tant que préfet d'Aurillac, donc Sentier Battant, il est là, Sentier Battant, ou pas là? S'il n'est pas là, ça vaut pas le coup de le faire, quoi. Vivement que ton nom sorte dans les prochains Panama Papers.
Non, Veuve Chico, c'est la première fois que j'entends quelqu'un dire qu'il est content de remplir des déclarations à l'URSSAF. Bah oui, bah ouais, c'est la redistribution. Ah ouais, c'est la base. C'est la base. Mais bon, attention, hein, nous ne sommes pas là pour racheter Bolloré, hein. Je veux dire, on va pas en faire, on va pas en faire, on ça va pas être un empire au poste. Alors, il est là, Kamel, ou pas? Il est peut-être en train de courir. Télé d'intérêt général. Alors, moi, je ne crois pas qu'on fasse de la télé. D'ailleurs, ça avait été Rélinette, l'interview de GAKG s'est passée très bien, elle s'est passée comme un TGV. Fou, ça a duré 1 heure. Oui, c'est ça, Crapulover. Moi, je rachète pas un nain. Ça m'intéresse pas de racheter des nains. Non, mais franchement, il est tout petit, tout petit, tout petit. J'aurais voulu parler de ça aussi, évidemment, avec Julia Cagé, l'argument qui est de dire faut nous aider à grossir, etc. etc. Donc, alors voilà, je vous montre et puis bah, vous le direz à Sentier Battant. Il avait gagné un DVD tiré au sort ici au poste. Et donc, voilà ce qu'il fait sur son compte Twitter. C'était quand c'était avant-hier. Et voilà. Donc comme ça, vous avez la tête de Sentier Battant. Bon, j'ai reçu enfin mon cadeau de poste. Alors je vais faire l'unboxing en direct. Bon, je mets pas le... Voilà. C'est le... attention, ça rigole pas, hein. C'est trop. Bon alors. J'aime beaucoup son... Pas mal du tout. Attends, il y a plein de cadeaux à l'intérieur en fait. Attendez. Et mais dis donc, c'est Noël après l'heure ou avant l'heure? Parce que moi j'avais pas commandé tout ça moi. Comment ça se fait que je reçois tout ça? Bon, alors il y a Chomsky, il y a Pays qui se tient sage, il y a un peu de pub. C'est pas de la pub, c'est des autocollants, merde. Et encore une autre pub. Des goodies. Plein de goodies. Ah mais carrément. Mais grave. Ah mais là je suis quand même consterné. D'accord, je suis préfet, mais quand même. Mais quand même. Alors, il est devant la préfecture. Bon, bah je vais redistribuer tout ça, comme il se doit. Puis je vais vous faire un peu de pub. Parce que je sais pas si le pays se tient sage à Aurillac. Allez, hasta la vista. Alors, je tiens à dire, contrairement à ce que cette vidéo mensongère pourrait laisser penser, nous n'avons pas envoyé cette voiture. Hein. La voiture ne fait pas partie des goodies d'Opost. Voilà. Voilà. Par contre, on est en 2022, dans la pire des timelines, celle où on filme encore en format vertical. Voilà. Hein, donc, je vous le dis, ne vous attendez pas. Mais cette voiture 6 devant la préfecture du Cantal, est-ce que c'est la Maserati de Moretti? C'est possible, ça? Putain, il faudrait demander à Sentier Battant. Bon, vous lui direz qu'on a fait une petite vidéo hein, pour lui. Ah, mais je rigole pas du Cantal. Ah, mais alors là, pas du tout. Ah, je trouve que le Massif Central, c'est ce qu'il y a de... C'est un des trucs les plus intéressants en France. Ah non, j'adore. Voilà, donc la voiture, la Maserati de Dupond-Moretti n'est pas à gagner au poste. Hein. On se calme là-dessus tout de suite. Hein.
Vraiment, faut être vraiment très clair. Alors, j'ai hésité. Est-ce que je le garde ou pas? Écoutez, laissez la police faire son travail. Dès que j'aurai de plus amples informations, croyez bien que vous en serez les premiers informés. On garde ou pas? On garde pas? Aïe, 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 aïe. C'est dur, hein. C'est vrai, vous voulez vraiment... Oh merde. Toujours, si on le garde. Ah! Faut-il séparer l'homme de l'artiste? On garde, il a un double sens maintenant. Ah, Nicolas. Très bien, très bien. Non. On est bon qui dégage quand c'est quelqu'un. Regardez. Écoutez, laissez la police faire son travail. Dès que j'aurai de plus amples informations, croyez bien que vous en serez les premiers informés. Aïe, 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 aïe. C'est dur quand même. Non, non. Rassurez-vous, Madame Bourdelle, c'est français, c'est la police française. Lui, ça va. Il vieillit plutôt mieux. Non, non, j'ai horreur du floutage. Ah non, ça, j'ai horreur du floutage. On garde le son, mais avec l'image de l'émission de Ruquier. Je prendrai la décision sans trembler, absolument. Absolument. Oui, moi je suis d'accord, Chiplaner. La scène reste culte et je trouve ça encore plus drôle maintenant. On va pas supprimer ce genre de moment culte parce que le mec est devenu un vieux réac à ce rythme-là. Dans 15 ans, on n'a plus rien. Ouais, même dans 5 ans. Même dans 5 ans, même peut-être dans 2 mois. Aïe, aïe. Ah, c'est quand même dément cette histoire de Maserati aussi. Ah. Je vais aller puiser un DVD, je vous reviens et je vous fais gagner le DVD. Des gens qui n'ont pas plus de conscience que ça, moi ça me révolte. Saloperie, je te foutrais tout ça en prison, moi. Parfaitement, pas de pitié, allez en prison. Voyou, anarchiste, mauvais français. Hop, 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 hop. Junio, non, Junio, c'est Papy fait de la résistance. Voilà. Alors, chers amis, on va gagner ceci. Hop. Ah, tiens. Hop. Ça marche plus. Ça y est. Voilà. Requiem pour le rêve américain de Chomsky. Puisque Sentier Battant a gagné l'autre Chomsky. Donc je vous rappelle, les petits DVD nous sont offerts par la maison. La maison, les mutins de Pangée, nos amis, nos copains. Les mutins de Pangée qui ont la générosité de m'envoyer de temps en temps des cartons pleins de DVD que je vous fais gagner. Et que je vous envoie, et c'est grâce à vos dons ou à vos abonnements que on peut payer les frais de port, et voilà, et comme ça l'information circule. Et sur le Discord, vous êtes quelques-uns à faire après avoir reçu les bouquins, soit envoyer des photos, soit comme Sentier Battant à faire des petites vidéos, et on adore ça. N'hésitez pas, et puis il y a aussi des retours des gens qui ont découvert tel ou tel film grâce à ça, et ça c'est génial. Alors, je vais lancer les festivités. Alors, le tirage est lancé. Pour y participer, vous devez taper corruption dans le chat séance tenante. Pour rappel, dièse corruption. Pour rappel, tous les tirages au sort au poste s'effectuent sous le contrôle de l'IGPN. Merci aux donateurs qui nous permettent de payer les frais de port, même modiques, tout nos comptes. Et maintenant, allez à Jacques Est. Conditions pour participer au tirage au sort. Niveau d'avancement, c'est quoi, 10 minutes? Une petite erreur. Allez-y les amis, allez-y. Roulez jeunesse.
Rouler jeunesse. Ah, Émile Cheval est là. Émile Cheval. Émile Cheval est là. Bonjour, Émile Cheval. Alors comme j'ai déjà fait un petit truc avec Sentier Battant, est-ce que tu peux être là demain, Émile Cheval? Alors on va attendre. On va attendre. Je vais attendre sa réponse. Alors, ok, donc en fait je vous explique les amis. J'ai reçu. Vous avez vu la bête? Ok. Ok. Donc j'ai reçu ce colis. J'ai reçu ce colis. C'est un beau carton blanc. Je ne sais pas, je devine, mais je suis pas sûr de ce qu'il contient. Il a été envoyé par la maison Les Petits Pots. Je n'ai pas le droit de dire que c'est la maison Les Petits Pots, mais c'est Axel, dit Émile Cheval. Et vous compliquez la vie avec vos pseudos, vos sous-pseudos, vos rendez-vous secondaires. Voilà, si tu peux être là vers 10h, je voudrais bien l'ouvrir. Est-ce que tu peux être là demain, sinon la semaine prochaine? Je l'ai pas ouvert, hein. Je l'ai pas ouvert. Puisque demain, on sera avec David Chauvel pour sa BD Res Publica. 5 ans de résistance, Macron et son projet néolibéral, 2 citoyens racontent 5 années de guerre sociale, édition Delcourt. Demain, samedi, on va à la Bourse du Travail pour assister au débat d'Acrimed sur l'extrême droite, avec notamment 2 sociologues. L'un qui avait écrit un bouquin sur le fascisme qui vient, et avec Samuel Gontier, l'ami Samuel Gontier, chroniqueur émérite de Télérama, chroniqueur télé. Oh, je vous mets plus fort. C'est le nouveau morceau de François. Il est là, François, ou pas? Ah, c'est bien. C'est bon ce son, c'est un son de François. Ah, dance floor, c'est un bon... C'est une bonne commande. Vous avez vu bonjour Colette. Vous avez vu le néon là, comme il carbure bien. Gros réglage ce week-end d'Olivier. Allez-y. Au poste. Don soutien comment aider au poste. Pour un stream libre. À prix libre.
et il faut du carburant. Voici comment aider concrètement l'équipe d'Opost. Pourquoi nous soutenir? Afin que notre émission puisse s'étoffer et tenir, c'est le prix de l'indépendance. Le don sur Utip, la commission est de 5%. C'est de loin la solution la plus efficace pour nous aider. Le don récurrent, carrément idéal, même modique, 1 € par mois. Tout don compte. Oh, j'ai toujours un mal fou à le dire. Et ça prend moins d'1 minute. Pas d'affaires publiques, d'affaires privées dans le chat. Merci beaucoup. Ça vaut pour tout le monde. Même modique, 1 € par mois, tout don compte. Et ça prend moins d'1 minute. Les donateurs ont accès aux rediffusions des émissions dès leur mise en ligne. Hein, on a fait ça la semaine dernière, je vais vous en parler tout à l'heure. Pourquoi nous soutenir? Comment nous soutenir? La boutique au poste, mug, masque, t-shirt, sweat, autocollant, toute taille, toute couleur, livraison rapide, soupli, discret. Et l'abonnement Twitch, 3,90 €. En fait, c'est 3,99 €. Oh tiens, je vais corriger ça devant vous. Voilà, hop. Ah, bon vieux spip. Ça, c'est du spip. Ça, c'est du spip. Voilà, c'est 99, d'accord? Hein, tu mens pas? Tu mens pas? Hein? Dis des choses, voilà. C'est bien. Voilà, voir en ligne. Ok, super, super. 3,99 € mensuel. Voilà, hein, ça a pris 9 centimes là. Moins la commission de 30% d'Amazon. Merde, ma souris. Propriétaire de la plateforme. Vous bénéficiez d'un stream sans pub, d'un chat sans ralentissement, de rediffusion immédiate. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Ah, JB Fox, Pip, ce truc de Libris très old school. Ah ouais, mais ça un jour, j'inviterai mes copains de Spip, on parlera de ça. Nous sommes à la fin des années 90. Le web indépendant, le portail des copains, et puis Spip, ah là là, Spip, hurrah. Ce serait bien, ouais, ce serait super. Mais je ne sais pas si Arnaud, Phil, Antoine et les autres seraient d'accord pour parler. Voilà. Mais ce serait vraiment super. Donc, l'abonnement Twitch, 3,99 €, moins la commission de 30% d'Amazon, propriétaire de la plateforme. Vous bénéficiez d'un stream sans pub, d'un chat sans ralentissement, de rediffusion immédiate contre une semaine de mise en ligne pour tous et toutes, et d'avatars exclusifs pour nous. C'est une garantie d'être correctement référencé sur Twitch. Voilà. À quoi servent vos dons? Préparation des émissions, animation, salaire des modératrices, Eurial, temps partiel, hein, on se calme. Hein. Je veux dire, la Maserati, pour l'instant, c'est un cric que Eurial peut acheter. Une travailleuse indépendante qui est ici à gauche, Jessie, et puis deux garçons, là, deux mauvais garçons, Robin et Olivier, mais qui, eux, c'est... Bon, il y en a un des deux, c'est un agent. Je pense que c'est Olivier, et l'autre, c'est un agent de Belgique, c'est Robin. Voilà. Graphiste, support technique, achat de matériel, tournage, diffusion, montage. Merci. Voilà. Un salaire de modo, c'est un cric de Maserati. C'est à peu près ça, je pense. Voilà. Donc, vous savez tout, chers amis. Vous savez tout. Là. La photo en grand. Voilà. La régie de poste, c'est eux. Absolument. Il y a toujours eu ce malentendu. SPIP, ça veut dire aussi service pénitentiaire d'insertion et de probation. Absolument. Alors, chers amis, on va faire le tirage au sort si vous le voulez bien. Qu'est-ce que vous en dites? Qui veut commencer à faire le décompte?
Alors, bonjour Corinne. Alors, 22, on a démarré à 22 comme toujours. Alors, n'oubliez pas, il vous reste quelques secondes pour taper dièse corruption. Alors, qu'est-ce qu'on gagne? On gagne ceci. Requiem pour le rêve américain de Noam Chomsky, publié par les copains des mutins de Pangée. Voilà. Donc, alors, on est à 18. Moxfolk, 18. Agrippine, 18. Particule 3, 17. Moxfolk, 17. Le Paoudet, 17. Zut et Rezut, 17. Pierrot, 16,64. Yanino, 16. Il est un peu tôt quand même. Geekou, 16. Nostalgeek, 16. Moxfolk, 16. Didier, 16. Corinne, 16. Lionel, 15. Mister Blues, 15. 15 pour Yanninou. Ah oui, alors il faut que je vous parle des rediffs et tout ça là. Il faut que je vous parle de tout ça. 14 JB Fox. 15. 14 Nostalgique. 14 Geekou. 13, 12. 13, 12. 13, 12. TFA. 13, 12. Cannes, 14. Yanninou, 13. Agrippine, 12. Ouzou, 12. Pierrot. Zut et Rezut, 11. Didier, 11. Molx, 11. 10, pardon. Ne parlez pas de répression ou de violence policière, ces mots sont inacceptables dans un état de droit. Alors, 8, Renette. Pierrot, 8. Quand j'entends le mot... Paodé, 7. Strega, 7. Particule, 7. Mira, 7. Ustrit, 50. Kaof, 6. Ah, Sentier Battant, il faudra que tu regardes la rediffusion. J'ai diffusé ta vidéo où tu avais reçu les dons. J'ai expliqué combien elle était mensongère, cette vidéo, ce unboxing des cadeaux au poste devant la préfecture du Cantal. Elle était super, ta vidéo. Tu regarderas, tu verras. Et il faudrait qu'il y ait un son de chaîne avec le si quelqu'un veut le faire. Le de Sentier Battant. Yanninou, 3. Lionel, 3. Moi, j'ai toujours rêvé de tenir une baraque foraine. Et quand on fait les tirages, j'ai vraiment l'impression que c'est ça. Entrez, roulez jeunesse. Alors, Yanninou, 2. Boulito, 2. Geekou, 2. Mox, 2. JB, 1. Yanninou, 1. Medabib, 1. Lionel, 1. Virgile, 1. Zuterozud, 1. Agrippine, 1. Aurélie, 1. Maxfall, 0. Alors, à quoi sert ce compte à rebours? Ce compte à rebours sert à déclencher le tirage au sort pour ce DVD de Noam Chomsky. Alors, attendez. Attention. 5, 4, 3, 2, 1. Le tirage au sort désigne gagnant Utsra. Voilà. Est-ce que Ut est là? Voilà une classe qui se tient sage. Oh là là, 12 secondes. Incroyable. Incroyable. Merci beaucoup, Bétéran. Merci infiniment pour ton soutien. Merci infiniment. Pour ces 151
Alors, là, la réponse a été, la réponse a été hyper rapide. 12 secondes, je crois que c'est quasiment le record. Merci beaucoup, Terad. Encore une fois. C'est super. Ça c'est sûr, mais ça s'est très bien passé. Message envoyé. Alors, Il n'y avait pas d'autres moyens. C'était pas des lycéens, c'était des voyous. alors, donc je voulais vous dire, on avait, vous savez, il y a 10-15 jours, on avait eu une grande discussion, on était très nombreux. Il y avait eu un sondage qui avait été fait où vous aviez proposé en fait la solution qui est celle d'Usul, c'est que les rediffusions sur Twitch sont réservées pendant quelques jours aux abonnés de la chaîne et ensuite sont diffusées sur la chaîne YouTube d'Opost. Bon, alors, c'est ce que nous faisons. C'est ce que nous faisons depuis quelques jours. Afin de ne pas léser ceux qui nous aident le plus, c'est-à-dire les donateurs, eh bien, quand vous êtes donateur, en règle, vous pouvez lier votre don, votre compte Utip ou votre compte Tipeee au Discord de l'émission. Et quand on est donateur ou abonné, le Discord de l'émission permet d'avoir accès à un canal où je vous mets le lien quelques minutes après l'émission. Pendant quelques jours, vous avez donc accès au lien, que vous soyez donateur ou abonné, vous avez accès au lien de l'émission. Et puis au bout de quelques jours, stream libre à prix libre, eh bien la vidéo, elle est diffusée pour tous. Régie, je sens que la musique est trop forte. Et donc là, on n'est plus dans la nécessité des circonstances. Ah, il manque des dons. Ah ouais. Alors ça c'est le bordel, La page crédit, on va la changer. On est en train de la changer avec Olivier et Robin. Donc il manque des abonnements. Rosier a priori 6 jours. Enfin 6 ou 7 jours. Voilà. Ça, c'est pas possible. Pierrot, oui, c'est vrai que c'est beaucoup de boulot, mine de rien. C'est con à dire, mais c'est un procédé. Ah non, Aurore, non. Vous n'aviez pas voté non. Non. Il y avait eu non au début, tant qu'il n'y avait pas la solution, tant qu'on n'avait pas trouvé la solution qui a été proposée par l'un d'entre vous, de faire comme ça. Le Discord, alors. Discord. Voilà. Donc c'est très très important de lier vos comptes, soit Tipeee, soit Utip, au Discord, si vous voulez avoir accès. Quand on est abonné à de la chaîne, c'est très simple, on va sur Twitch et puis les vidéos apparaissent. Mais pour les donateurs, c'est un petit peu plus... faut passer par le Discord, c'est tout. Voilà, merci Glodioman. Il y avait eu un premier vote pour limiter le replay aux abonnés, puis un deuxième vote pour laisser l'exclusivité une semaine seulement. Et là, c'est l'option qui a été majoritaire. Voilà. Merci Pierre, merci beaucoup, merci à toute l'équipe. Message de service, retour des clips vendredi pour moi, il n'y a aucun souci. Merci beaucoup Pierre. Pierre, c'est le clipper fou d'Opost. Cédric n'est pas mort d'un malaise cardiaque, il est mort étouffé. On l'a étouffé, on l'a tué. Donc on a eu quelques petits ratages ce week-end qu'on a rattrapé avec Olivier. Il y a notamment certains donateurs Utip n'avaient pas accès au Discord. On a réglé ça, donc maintenant avec le minimum, en fait, 1 euro, vous avez accès à ça. Voilà, j'espère que c'est clair. On a assassiné mon fils. On a assassiné mon fils. C'est pas un voyou, c'est pas un dealer qui a agressé mon fils, c'est la police. La police nationale. Donc demain, on est avec David Chauvel, auteur de Res Publica, grosse BD qui revient sur les 5 ans de Macron
et singulièrement sur les gilets jaunes. Qu'est-ce qui te semble pas simple, sorcière? Il n'y a personne qui est mort avec une clé d'étranglement en France, d'accord? On a des gestes professionnels tels que l'étranglement arrière. Les dons, le Discord. Alors, les dons, il y a une page très simple où justement, sur la suggestion d'un dénommé Olivier Azam, on a... alors attends, c'est quoi? C'est ça. J'ai fait une page. Voilà. J'ai fait une page où là, il y a tout est résumé. Le Discord, en fait, c'est automatique. C'est automatique pour les donateurs. Et pour les abonnés, le replay, il est automatique sur Twitch, quoi. Voilà. Voilà. Merci beaucoup à toutes les... à tous les niveaux, tous les nouveaux qui sont arrivés. Merci à Terrad. Je crois qu'il y a... Oh, mais on me parle par ailleurs. Qu'est-ce qui se passe? Merci donc, voilà, merci à Loïc, en réalité. Merci beaucoup pour son don. Merci beaucoup aussi à Terrad pour son don. Merci à tous ceux qui se sont abonnés et bienvenue à tous les followers de la chaîne. Donc, non, c'est parce que j'ai des messages dans tous les sens. Merci, donne la papate. Ah ouais, ça c'était génial. Est-ce que quelqu'un a le lien de Donne la papate? Allez, parce que c'était trop rigolo, ça. C'est trop cool. Quelqu'un là, ça ou pas? Le lien de la vidéo YouTube. Les communistes ne sont pas des gens comme nous. Ils renversent les monarchies, ils bafouent les libertés et ils mangent les enfants. Certains même ne vont pas à la messe. Ce n'est en aucun cas un combat contre une religion. Voilà, on va faire un... Est-elle vraie ou fausse? Alors, allez, je vais faire un écart. Normalement, j'ai pas le droit. Les modos veulent pas que je... Normalement, la scène crédit, ils disent c'est terminé, après, faut que t'arrêtes, etc. Mais j'ai adoré cette vidéo. J'ai adoré cette vidéo de Donne la papate. Je vous explique. Quand nous étions en stream sauvage, c'était quand? C'était samedi. Je croyais que Donne la papate avait mis une autre vidéo. En France, Je vais aller chercher ça. Il y avait deux vidéos en fait. Ah, je vais trouver là. Ouais, ça va aller. Voilà, c'est celle-là. Ok. Bougez pas. Non, je voudrais vous le montrer parce que c'est aussi une façon de donner, quoi. Voilà. Les retours, que ce soit Axel qui m'envoie un colis, que ce soit Sentier Battant qui fait cette vidéo, ou Donne la papate, qui, pendant qu'on était en train de suivre Marine Le Pen, il faisait donc son meeting à Reims, c'était samedi dernier, stream sauvage, à la toute fin de l'émission, Donne la papate me demande de rester quelques instants parce que il ou elle, je ne sais pas, a préparé une vidéo. Une petite vidéo qui est un petit montage. Et je vais vous montrer ça maintenant. Avec nous aujourd'hui, le lien de Donne la papate. Ah bon, allez, on va faire confiance. On va découvrir en direct le travail de Donne la papate. Attendez. T'as intérêt à assurer, hein. Attention, hein. Attention, Donne la papate. Oh. Il y a une coccinelle sur mon pupitre. Est-ce que vous croyez que ça porte chance?
Ça continue à me faire marrer. Il y a une coccinelle sur mon pupitre. Est-ce que vous croyez que ça porte chance? Ah putain, on est bon. Voilà, quand je dis on est bon, je parle de nous tous. Je parle de la communauté. Voilà, le bruitage est génial. Non, tout était génial. Puis la vitesse d'exécution, la rapidité d'exécution, c'était vraiment super. Et voilà, c'est ce que je disais à un être proche et cher. C'est fabuleux, quoi. Voilà, c'est fabuleux qu'autour de l'émission, il y ait cette créativité, cette générosité, etc. Donc voilà, j'ai le nom des meneurs, absolument. Voilà. Merci à vous tous. Merci à vous tous. Sentier battant, allez, va voir le petit passage, si tu veux, où on a regardé ta vidéo. Pierre, à l'occasion, ou quelqu'un peut, si on peut sampler le et de Sentier battant dans sa vidéo, comme ça on pourra la mettre en point de chaîne. Voilà. Chers amis, je vous dis à demain, demain 9h. À samedi. Et alors la semaine prochaine, on a aussi plein d'invités. C'est le moment ou jamais de mettre les bouchées doubles. Merci de vos soutiens, merci de vos abonnements, de vos dons, de votre générosité dans le chat, de votre implication. Merci à vous tous. Je vous dis à demain. Les rediffusions d'Opost, elles sont sur mon site en fait. L'AFDUF. Bonne journée, Zipolette. Merci, la Tcheka. Merci à tous. Didi Blue. Merci, Agrippine. Merci, Meda. Pierre, c'est en fait le petit... Attends, je vais essayer de te le mettre ici. La petite vidéo de Sentier battant, elle est là. Là, je te mets le... Tu vas voir, il dit... Voilà. Merci Veuve Chico, merci beaucoup. Merci Widor, merci à toi. Merci à vous tous. Merci d'être aussi nombreux. Et je vous dis à demain 9h. Et bientôt la page crédit sera refondée de fond en comble par Robin et Olivier. On a en tête de se battre pour ces 151 enfants qui ont été mis à genoux ce jour-là. Et vendredi, j'aurai une super... bah non, vendredi, il n'y a pas d'émission. Bon, bah lundi, alors. Il y a une émission samedi, mais bon. Vendredi ou samedi, je sais pas, on verra. J'ai une bonne nouvelle. Mais ça s'est très bien passé. Une super bonne nouvelle. Moi, je n'ai pas choqué du tout, il n'y avait pas d'autre moyen. C'était pas des lycéens, c'était des voyous. Bravo, monsieur le préfet. Pierre devient préfet d'Opost. Bonne journée, Jessie. Merci encore pour ton aide. Jessie qui a répertorié tous les meetings à venir qu'on pourrait éventuellement suivre. On va pas faire que les fachos. Hein. À demain, les amis, 9h. Portez-vous bien.